Depuis le lancement de ce podcast, j'ai reçu pas mal de commentaires de personnes qui souhaitent développer leur patrimoine immobilier, qui est un pilier d'enrichissement dont on parle régulièrement ici, mais qui hésitent encore à passer à l'action, freinés par les peurs de se planter ou le manque de temps disponible pour s'occuper des projets de rénovation. Si tu te reconnais dans cette description, je serais ravi de te recommander une société d'investissement locatif clé en main qui s'appelle revenulocatif.com, que j'ai le plaisir de compter comme sponsor de ce podcast. Ce qui est bien avec Revenu Locatif, c'est qu'une fois le mandat lancé, les équipes s'occupent de tout, de l'analyse de ton projet, de la recherche de biens rentables dans la région Île-de-France où ils sont spécialisés, des travaux de rénovation, de la gestion locative, le tout avec un devis forfaitaire précis, sans surprise, comme on les aime, et un suivi régulier des avancées des travaux. Je suis moi-même client de la structure avec une opération actuellement en cours, et j'apprécie beaucoup la relation avec l'équipe dont tu connais certains membres qui sont passés ici sur le podcast. Bref, si ça t'intéresse, je te les recommande vivement et je t'invite à te rendre sur le site revenu avec un S, locatif avec un S.com/action et de remplir le formulaire. N'hésite pas à mentionner que tu viens de ma part, tu seras bien reçu. Si ton besoin de sécurité est très élevé, tu restes dans un foutu CDI, tu utilises le levier de la banque et tu fais du crédit, tu investis en IMO, en 3 ans tu te crées une rente qui est de 1000, 2000, 3000 euros net par mois, après impôt la totale, tu es libre. Je vais faire gérer par quelqu'un. Oui, mais je vais gagner moins. Oui, mais tu vas gagner du temps, ressources précieuses. Et moi, je préfère gagner 10% d'un truc que je fais pas que 25% d'un truc que je fais. Mon but dans la vie, c'est ça. C'est que les gens n'aient pas besoin de ça. Qu'ils soient capables de dire, j'ai un besoin, je sais scanner qui peut répondre à mon besoin, et j'avance. Et aujourd'hui, on vit pas dans ce monde-là. Les gens, en fait, se sont fait closer et se mettent à investir en IMO parce qu'ils ont vu 3 vidéos YouTube. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Je l'ai compris depuis le lancement de ce podcast et de l'aventure entrepreneuriale qui va avec. Quand on veut faire décoller un projet ou un business, on doit de nos jours faire face à de nombreuses influences dans les médias, les réseaux sociaux, des astuces imparables à copier, des modèles de réussite à suivre, des influences qui au mieux nous distraient et au pire nous paralysent. On se dit, est-ce que je fais ce qu'il faut pour que ça marche ? Est-ce que je peux grandir plus vite ? Comment avoir du succès ? Comment atteindre mes objectifs ? Mais au fond, quels sont ces objectifs ? Dans ce bruit constant, il est facile de se perdre et de se consommer à petit feu sans jamais vraiment trouver l'épanouissement que l'on recherche. Dompierre Albertini, notre invité du jour, s'est lui penché sur cette problématique depuis des années, au travers d'interviews de milliers de personnes au sein des entreprises qui l'accompagnaient dans leurs problèmes d'organisation. Des contacts auprès de personnalités, des histoires de vie, qui lui ont donné une vision fine des bonnes questions à se poser pour avancer vers ses objectifs, du rapport aux priorités et à l'épanouissement entre autres. J'ai rencontré Dompierre lors d'une représentation du FIT, Finance Investissement Tour, une série de conférences sur les finances personnelles qu'il a animées dans 11 villes de France, sur une dizaine de jours en compagnie de Yann Darwin, expert en finances perso et motivateur en chef pour des milliers d'investisseurs, dont je fais partie également. Et je suis très content de pouvoir t'apporter ici un peu de la saveur de la discussion qui a eu lieu à ces événements, des pépites qui ont été distillées. Au fil de notre conversation, on aborde le parcours de Dompierre, sa découverte des véritables origines des difficultés rencontrées par les personnes qu'il a eu l'occasion d'accompagner, l'importance de la conscience de soi et des autres pour la mise en place de plans réalistes, les questions à se poser sur ses valeurs, ses objectifs, ses priorités, pour déterminer ce qui nous convient, les piliers d'investissement qui s'associent ensemble le mieux, l'intérêt de diversifier ses investissements et de quelle manière le faire. Tu verras un point de vue assez tranché et à contre-courant de ce qu'on entend habituellement sur le sujet. L'hygiène de vie aussi à adopter dans une vie d'un entrepreneur et investisseur pour continuer à avancer. Et la recherche illusoire de raccourcis qui n'existent pas pour s'enrichir ou acquérir la liberté financière. Bref, un épisode plein d'enseignements qui ne va pas te laisser indifférent. Dompierre, tu verras, ne va pas par 4 chemins pour expliquer ce qui ne va pas chez les gens qu'il rencontre et qui veulent réussir. Et tu comprendras aussi que le niveau d'exigence qu'il demande et la sincérité du feedback qu'il donne à qui veut bien l'entendre est en ligne avec le type de performance qu'il vise pour les autres et pour lui-même. Et avant de commencer, je voulais remercier les personnes qui ont pris le temps de soutenir ce podcast cette semaine au travers de commentaires 5 étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify ou de messages également sur Instagram, Twitter ou LinkedIn. Merci en particulier aux personnes qui ont répondu présent aux 2 premiers événements live que j'ai organisés récemment.
Merci pour vos questions avant l'événement et en direct. C'est vraiment motivant pour moi et pour l'invité de vous voir engagé sur les thèmes qu'on y développe. Je te rappelle que le prochain live aura lieu le mardi 26 juillet à midi. On y abordera le thème de la finance décentralisée avec Token Brice, un spécialiste dans le domaine. C'est un sujet ardu et je compte bien sur toi pour poser toutes tes questions, même celles qui te paraissent bêtes. Allez, sur ce, et sans plus attendre, place à notre conversation du jour sur la psychologie d'un investisseur et entrepreneur avec Dompierre. C'est parti. Salut Dompierre, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Yes, merci, salut. Merci beaucoup d'être là avec nous. Alors je mets un petit peu le contexte en fait de mon invitation. Tu vois, c'est une communauté un peu d'investisseurs donc qui nous écoutent, qui ont vu des envies en fait de développer en immobilier principalement, mais dans les investissements, faire grossir en fait son patrimoine. Et ce que je trouvais intéressant un petit peu de discuter avec toi, c'est cet aspect justement de mettre en place, tu vois, un plan d'action, d'organiser ses priorités. Et l'idée, c'est que on est un peu quand même dans un monde un peu où il y a énormément de signaux à droite à gauche qui sont difficiles à réordonner. On a des idées un peu de réussite, des images peut-être galvaudées de ce qu'est la réussite. On se compare, c'est normal, etc. Et donc c'est assez compliqué quand on est un peu entrepreneur, même dans l'immobilier, entrepreneur d'immobilier, de s'y retrouver en fait dans tout ça et puis de réussir, enfin d'avoir sa réussite à soi en fait. Donc c'est un petit peu un préambule assez long et on pourra en discuter plus en détail. Mais je voulais juste te donner un peu le contexte, peut-être pour démarrer. Est-ce que tu pourrais te présenter tout simplement en fait aux gens qui te connaissent peut-être pas encore? Ouais, c'est toujours compliqué à faire ça. Parce que pour faire court, ma signature d'email, il y a marqué heureux. Ça me gonfle les étiquettes. Donc déjà, ça définit bien le personnage. Je pense que être cohérent, être quelqu'un d'épanoui, en phase avec ce qui est important pour soi, c'est bien déjà, c'est un succès. Puis après, le reste, c'est des leviers. Donc en fait, aucune activité professionnelle ne me définit. J'aime pas trop ça. Aucun investissement, aucun bien matériel ne me définit. Donc voilà, d'emblée, je suis quelqu'un de cohérent. Après, pour le background très rapide, j'ai fait des études en ostéopathie, 5 ans que j'ai payé tout seul, jusqu'à 4 jobs en même temps pendant mes études. C'était intense, 3 la plupart du temps. J'ai créé ma boîte dans la vente directe pendant ma dernière année d'études. C'était le seul levier à m'apporter, son diplôme, son compétence et son capitaux. Et quelques années plus tard, j'ai cofondé une start-up dans l'équipement sportif que j'ai revendu 2 ans plus tard. Puis après, j'ai commencé à accompagner des entrepreneurs et ou entreprises à redresser un peu la barre. J'ai aidé mes amis chez Green Bull à créer leur première filiale en 2017. Je les ai rejoints en 2020 parce que le timing était bon pour moi. J'avais décidé de stopper ma boîte quelques années avant, dans un contexte particulier. Peut-être que au fil de la discussion, on aura l'occasion d'en parler. Et aujourd'hui, avec Green Bull, notre mission, c'est de révolutionner les finances des particuliers. Donc, on est en plein dedans. On est en plein dedans. De les aider à générer des revenus actifs, des revenus passifs et de le faire le plus intelligemment possible dans un monde, en effet, où il y a beaucoup de bruit. Mmh. Pas toujours le bon. Ouais, non, on va en parler. Et peut-être ce qui m'intéresse aussi, c'est cette partie justement quand tu as quitté ta boîte, enfin quand tu as lancé ta start-up et que tu es parti pour accompagner des entrepreneurs. C'est peut-être là d'ailleurs où en fait cette expérience-là qui t'a peut-être donné le plus de service pour ton ensuite en fait pour l'activité que tu fais actuellement. Tu peux expliquer un peu ce que tu vis au quotidien, ce que tu disais que tu aidais les entrepreneurs à redresser la barre, mais en quoi ça consistait en fait? Alors ça a été très diversifié. J'ai commencé dans la vente directe, donc c'est pas compliqué. Je vendais des services essentiels. J'étais avec les plus grandes boîtes, Engie, SFR, ADT, Verizon, TELUS, les plus grandes boîtes au monde. Puis après, j'ai aidé des gens à développer des portefeuilles clients. Donc le modèle était plutôt sain, c'était très intelligent. T'es payé sur des clients qui payaient des factures. Je fais un cut là-dessus en fait, tu vois. C'était plutôt bien. Et je l'ai fait pendant longtemps, mais toujours à temps partiel. J'ai jamais trop aimé les modèles clés en main, parce qu'en fait, il y a un universalisme qui me dérange, tu vois. Il n'y a pas de réalité universelle. Il y a que des problématiques singulières. Donc les solutions le sont aussi. Donc je l'ai toujours fait à temps choisi. Là, j'ai rencontré quand même du monde. C'est-à-dire que je rencontrais à peu près 20-25 personnes par jour. C'est beaucoup. Donc j'avais, en plus de ça, 3 conférences que j'animais par semaine. C'était le modèle où je présentais soit le concept, soit les produits. Et ça te fait brasser du monde. Alors si je compte les confs, on approche peut-être 500 personnes par semaine. Si je compte les gens à qui j'ai moi parlé et notamment que j'ai d'abord écouté, c'est à peu près 200 par semaine. Ça fait 800 par mois. Donc ça fait un peu plus de 8000 à l'année. Si tu comptes les vacances ou les périodes où c'est plus calme, tu vois. Et c'est vrai qu'au bout de 10 ans, ça fait du bon.
Comment tu peux avoir un niveau d'intimité du business model d'une personne pour l'aider à dresser la barre si c'est aussi saccadé et aussi court en termes de temps de contact? Justement, ce que je t'expliquais, ça c'était la première partie de ma vie, dans laquelle, en filigrane, j'aidais des gens à lancer leur activité. Mais c'était très intéressant parce que j'ai aidé des gens qui étaient en posture d'abord de RSA, d'être étudiants, où j'ai aidé des gens de 63 ans qui étaient retraités, hommes et femmes, où j'ai aidé des gens de communautés. J'ai vécu des trucs, tu vois, j'ai bossé avec des communautés très différentes. Et crois-moi, c'est pas du tout la même chose de bosser avec des gens qui sont cambodgiens bouddhistes, qui vivent des déconvenus. On a marié des gens, on a malheureusement vécu des enterrements. Enfin, tu vois, il y a des choses de la vie, tu vois, que de travailler avec quelqu'un qui n'a pas cette culture-là. Donc, j'ai appris beaucoup avec cette diversité. Et en cours de route, il y a des gens qui ont repéré ça, si tu veux. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc la création de la startup, c'était une opportunité. J'ai d'abord financé puis cofondé. Elle existe toujours. Je suis très heureux parce que j'ai pas voulu en rajouter le jour où je suis parti. Donc j'ai fait un deal qui était tenable par rapport à mes associés. Si j'avais voulu ne pas le faire, ils auraient perdu la boîte. Et en fait, elle n'existerait pas aujourd'hui. Elle fait vivre 20 personnes, donc j'en suis très heureux. Mais ça, c'était une parenthèse pendant 2 ans, 2014-2016. Et puis après, en effet, les personnes que j'avais autour de moi ont repéré une aptitude que moi, j'avais pas du tout vue au départ, surtout à aider des gens sur les problématiques des bases. Donc, quand je dis que j'ai accompagné des gens à redresser un petit peu la barre sur des entreprises, c'est que de façon plus ou moins formelle ou contractuelle, puisque j'étais pas un coach, je n'ai jamais fait ça, des gens me sollicitaient. Donc, c'était indirect au début, puis un jour, je sors d'une conférence, puis un mec qui m'appelle de l'île Maurice, et il me dit, Monsieur Albertini, j'ai besoin que vous m'aidiez à redresser ma boîte. Je dis, mais moi, je fais pas ça. Tu sais, je suis très conscient de moi-même, donc je disais, mais à quelle heure moi je suis légitime pour faire ça? Je suis flingué, moi. Qu'est-ce que tu racontes? J'aide des gens, mais certes, mais c'est pas mon domaine. Et si c'est vous qui me faut, bref, il insiste, on se voit à Lyon. Et ça a commencé comme ça, si tu veux, que je comprenne. Et justement, c'est ce qui a vraiment entériné ma conviction qu'il y avait un problème sur la maîtrise des bases, que à tous les niveaux, les gens ont les mêmes problèmes. Ils se posent pas les bonnes questions. J'en parlais lors de notre événement que tu as vu, puisqu'on s'est rencontrés là-bas. Récemment, les bases sont non maîtrisées. Et qu'on soit sans le sou, ou qu'on soit multimillionnaire, qu'on ait 0 employé, ou qu'on en ait 400, qu'on ait 0 bien immobilier, ou qu'on en ait 220, en vérité, les problèmes sont toujours les mêmes. Et donc, quand je suis rentré dans ces premiers bureaux et que j'ai commencé à avoir des interlocuteurs que moi je regardais comme ça, et l'histoire est folle, parce que le directeur général de la boîte en question s'avérait être un mec que mon père a recruté il y a 37 ans au Sénégal. Enfin, t'imagines? Donc, je me retrouve nez à nez avec un mec qui m'a vu grandir. Je ne sais pas du tout qu'il est dans cette pièce. Je n'ai aucune notion que je vais me retrouver face à lui. Et là, il m'explique, il faut que tu nous aides. Je dis, mais à quelle heure? Moi, je t'aide. Tu portais des couches, toi, tu recrutais des gens et tu montais des boîtes. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai eu, on parle beaucoup de ce truc-là, le syndrome de l'imposteur, etc. Moi, j'ai beaucoup confiance en moi, mais par contre, je suis très conscient de moi. Donc, je me prends pas du tout pour un autre. Donc, à ce moment-là, je dis, attends, il y a un petit mismatch là. Ça va être compliqué. Et en fait, ils m'ont exposé les problèmes. J'ai écouté, je vais vous entendre, on verra. Dites-moi ce qui se passe. Et puis là, tu vois qu'en fait, ça va pas du tout. Tu vois que les mecs savent pas communiquer. Tu vois qu'ils se sont jamais assis à table en parlant des objectifs des uns des autres. Donc, ils font une association sur la base de tu sais pas quoi. Bah, c'est très marrant, ce concept-là. Tu sais, ils ont pris leurs associés ou employés, ils ont jeté contre le mur. Tu sais, comme les trucs qui collent, et après ils redescendent. Tu te rappelles quand on était petit? Bah, Inch'Allah, on verra s'il redescend ou pas. Il y a pas d'a priori, il y a rien. Donc, ça partait en couille. Et j'ai fait ce que j'ai pu, tu vois. Et j'ai été au contact des collaborateurs, des salariés. Je fais le tour de France. C'était hyper intéressant. Puis, tu sais, d'une recommandation, on amène une autre. Le mec me propose de prendre la tête de la boîte. Je refuse. Puis, du coup, bah, il ferme la filiale française, il réouvre une autre. C'était un petit malin. Comme ça, il a pas payé les dettes. Il me doit toujours 40 000 euros. Au passage. Ouais, ça n'arrivera jamais, mais tu sais, j'ai lâché prise. Après, ça peut paraître fou pour les gens, mais ça sert à rien. Je vais faire quoi? Je vais pas aller toquer chez le mec et l'agresser. Et puis après, par la suite, en effet, quelques personnes autour de moi qui m'ont dit, Nampé, on a aussi des problématiques comme celle-ci. Donc j'ai aidé. Puis ensuite, moi, j'ai fermé ma boîte en 2018. Donc ça a été un petit peu complexe. J'ai aussi eu à m'aider moi-même. J'avais des centaines de collaborateurs et collaboratrices qui comptaient sur moi, qui m'ont tanné pour que je les aide à retrouver des leviers. Je l'ai fait. Ils savaient que c'était limité dans le temps. Et puis après, bah, l'aventure Green Bull s'est ouverte. Donc aujourd'hui, c'est différent. J'aide des gens qui ont des projets, certains qui ont déjà une boîte qui veulent la digitaliser, certains qui ont parfois 10-20 employés ou certains qui sont des travailleurs indépendants. Et là, pour le coup, c'est un accompagnement qui est un peu plus personnalisé, mais qui malgré tout se fait par atelier. Tu vois, je peux pas être en one by one. Donc voilà, pour répondre, c'était important de donner du contexte. Le one by one, c'était à l'époque où j'aidais des gens individuellement à se développer. Je les aidais, je travaillais chez eux, je leur disais, écoute, tu vas pas foutre en l'air toute ta vie. Tu vas pas quitter ton emploi, quitter ta femme ou ton mari. Il faut qu'on imbrique tout ça. Donc viens, on s'assoit tous autour de la table. Et personne faisait ça à ma manière à l'époque. Personne. C'était un domaine où il y avait beaucoup d'abattage dans lequel j'évoluais.
Je l'ai détesté pour ça, mais moi je l'ai fait autrement. Et tu dirais dans ces aventures en fait, enfin j'allais employer le mot de don, mais donc tes domaines d'excellence ou d'expertise ou naturellement où tu es bon et qui a aidé ces gens à cette époque-là, c'était lié vraiment à des problématiques d'organisation, de communication ou vraiment plus profond, de développement personnel ou autre quand tu les aidais. Ouais, c'était. Alors moi, j'ai aucun don à part celui qu'on a mis dans mon prénom. Je dis ça tout le temps. Vraiment, j'ai été mauvais dans tout. J'ai fait de la guitare, j'ai mis 6 mois à arriver à faire un barré. J'ai commencé le business, j'ai mis 6 mois à gagner 27 euros. J'ai mis 3 ans à être rentable, moi. C'est une honte, tu vois. C'est horrible. Et c'est comme ça, mais je le dis ouvertement parce que je suis pas un surhomme. Et c'est d'autant plus important maintenant. Tu sais, parce que c'est facile, partie émergée de l'iceberg. T'écris des bouquins, Green Bull, on est valorisé 100 millions de dollars. Les gens, ils voient le truc, on est rentable. Tu vois, les gens, ils pètent des plombs, ils disent, ah, mais comment vous faites? Mec, c'est juste l'effet cumulé, quoi. C'est juste, ça fait 13 ans. C'est juste ça. Et la chance, et c'est important parce qu'il y a trop le storytelling de oui, alors j'ai fait ci, j'ai fait ça, t'as rien compris. Mais j'ai pas compris comment je suis là, moi. Donc ça, c'est déjà le disclaimer. Le deuxième, c'est par contre pour répondre à ta question que j'ai observé qu'il y avait une problématique. Alors, le mindset, le développement personnel, je fais attention, c'est galvaudé, tu l'as dit tout à l'heure. Maintenant, on met tout là-dedans. Mais on y revient tout le temps. Parce qu'en vrai, si je demande à n'importe qui, d'après toi, comment tu fais pour maigrir? Intuitivement, les gens, ils savent. Alors, ils vont pas tous te parler de balance calorique, de déficit. Ils vont peut-être pas avoir les mots. Mais ils vont dire, je vais manger un peu moins, ou je vais manger un peu mieux. Donc, mieux, ça veut dire moins calorique, et puis moins, ça veut dire moins calorique aussi en volume. Donc, dans les deux cas, ça joue. Ils ont une intuition. On n'est pas trop con, en fait, en principe. Moi, je prends pas les gens pour des imbéciles. De facto, je pense qu'ils sont plutôt fins. C'est juste que ils sont matraqués d'informations et du coup, ils sont un peu perdus. Et c'est pareil sur le business, l'investissement. Tu dis, d'après toi, comment tu fais pour réussir mieux en IMO? Je sais pas, visite plus de biens, essayer de trouver des biens plus rentables. Bah oui, mais du coup, faut te former. En fait, intuitivement, on sait. Donc pourquoi on fait pas? Pourquoi on manque de régularité? Pourquoi on passe pas à l'action? Toutes ces choses-là sont corrélées à des éléments de base, tu vois. Parce qu'on n'est pas assez animé, parce qu'on n'est pas du tout conscient de soi, parce qu'en fait, on est des opportunistes. On fonctionne parce qu'on voit de la lumière sous la porte, tu vois. Mais dans tout, hein. Demande aux gens comment ils ont rencontré leur moitié. Il n'y a pas vraiment, je connais des gens, moi, je suis pas du tout sur les réseaux sociaux de rencontre, par exemple. Zéro. J'ai jamais fait de ma vie. J'ai l'impression d'être un con, un vieux, tu vois, mais c'est comme ça. Et bah, j'ai des amis, notamment mes associés chez Greenbull, qui pour la plupart, eux, l'ont fait. Et ils ont une argumentation tout à fait différente. J'ai mon ami Jean-Guillaume que tu connais bien. Lui, il me dit toujours, lui, il a fait une description de malade. Mais quand tu lis la description, le mec est fou, tu vois. Et il a été tellement précis sur ce qu'il était, ce qu'il voulait, ses objectifs de vie, etc. Bah, il m'a dit, Dompé, j'ai laissé le soin à un algorithme de me présenter une personne qui avait exactement, tu vois, la même drive, les mêmes objectifs. Et il n'y avait pas tout ce truc de, elle croit que je vais être là et je vais être là. Il y en a un, il veut les enfants, l'autre, il veut pas. C'est pas con finalement comme argument. Alors, je dis pas de le pousser jusque là, mais en tout cas sur la maîtrise des bases, mon thème c'est ça, c'est dire aux gens, qui que vous soyez, conscience de soi, conscience des autres, conscience du monde, et pas d'avancer juste parce qu'on voit la lumière sous la porte. C'est toujours le même problème. Ouais, et c'est vrai que, comme tu dis, c'est pas con de voilà, tout simplement faire confiance au process, alors, en l'occurrence l'algorithme, en disant bah voilà, tout simplement moi j'ai ces caractéristiques là. Si l'intelligence artificielle ou quoi me trouve un truc, ça sera forcément plus un fit que quelqu'un que je rencontre dans la rue. C'est vrai que ça se tient pas mal. J'y vais toujours pas. Je suis toujours pas friand, je suis toujours pas client, je suis toujours pas. Ça me fait rire, tu vois. Mais quand ils me donnent cet argument, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Je dis putain, vous êtes pas con. Et en fait, moi, je le transpose pour répondre à ta question, c'est les investisseurs, les entrepreneurs sont des opportunistes. En fait, je suis effrayé par des gens, et c'est bien, on raccroche au sujet, je suis effrayé par des gens qui se font closer par un timer. Je suis effrayé par des gens qui ont besoin d'un événement comme on a fait là. Tu as vu qu'on a fait 11 villes de France, on a vu 8000 personnes gratuitement pendant 12 jours, 13 jours. Je suis effrayé. C'est pour ça qu'on n'a pas fait de séquence de vente, qu'on n'a pas fait de témoignage, parce qu'en fait, ça nous a gonflé. Alors moi, le premier, il y aura d'autres formats où on le fera sûrement, mais moi, j'œuvre pour que les gens élèvent leur niveau de conscience au point de savoir eux-mêmes quand ils ont besoin d'un truc. Tu vois, moi, quand j'ai faim, j'ai à manger, je vais acheter à manger. Moi, j'ai pas besoin d'un timer. Attention, les pommes de terre, mon Dieu, il y en a plus. Tu vois, ce truc m'énerve, tu vois. Donc en fait, je suis un peu l'anti-marketeur. C'est mon objectif. C'est le sujet de mon 4e livre d'ailleurs. Il sort en décembre. Mon but dans la vie, c'est ça. C'est que les gens n'aient pas besoin de ça. Qu'ils soient capables de dire j'ai un besoin. Je sais scanner qui peut répondre à mon besoin et j'avance. Et aujourd'hui, on vit pas dans ce monde-là. Les gens, en fait, se sont fait closer et se mettent à investir en IMO parce qu'ils ont vu 3 vidéos YouTube. Même si c'est un mec sain, hein, ils ont vu Yann, etc. C'est génial, tu vois. Mais est-ce que c'était ton timing? Tu vois, les gens créent une boîte parce que ça fait style. Je trouve que c'est bien d'être un start-upper. Tu gagnes pas un flèche, mais c'est bien. Tu vois, je caricature hein, pour la majorité des gens, mais il n'y a pas ce désir profond. Après, ils se demandent pourquoi ils agissent pas.
bah, t'es pas dirigé, t'as rien qui t'anime en fait. Tu vois, on suit pas assez ce qui nous anime, c'est un peu dommage. Justement, dans cette optique en fait de faire ce qui nous anime et d'avancer en fait en s'améliorant, parce que c'est quand même assez vertueux de se dire qu'on peut toujours s'améliorer en tant que personne en fait. C'est vrai que l'offre qui est en face de développement personnel, mindset, etc. C'est là que je dis oui, elle est peut-être trop abondante ou trop, ça part dans tous les sens, où il y a peut-être trop de clinquants, il y a peut-être trop d'exemples à suivre, parce que c'est vrai que pour revenir un peu à l'exemple sur l'algorithme, en fait, ça serait vraiment bien de pouvoir avoir une approche pragmatique. Et est-ce que c'est possible même d'ailleurs d'avoir une approche pragmatique, ou est-ce que toi, enfin, qu'est-ce que tu pourrais conseiller en termes d'étapes peut-être, s'il en existe, pour justement se rapprocher de ce qui va nous plaire, de ce qui nous convient, de ce qu'on a envie nous, et pas forcément l'image Instagram de l'influenceur qu'on aime bien, quoi. Bah, la logique algorithmique, on en parle. J'ai pas de réponse technologique. J'ai voulu à une époque. Je crée une boîte en 2018 entre temps, là, un petit projet avec la communauté. J'ai demandé aux gens, c'était très incrémental parce que je voulais créer le TripAdvisor du coaching et de la formation en fait. Je voulais déjà que les gens aient accès à des personnes légitimes. Et il y avait un peu cette logique d'objectiver, mais c'est très compliqué à faire. Il y a toujours le biais, il y a toujours c'était compliqué. Mais bon, un jour on trouvera. Toujours est-il que de l'autre côté de la barrière, celui des apprenants, des initiatives entrepreneuriales, des gens qui veulent investir, bah j'ai pas vraiment de réponse si ce n'est celle de se scanner, c'est-à-dire connaître tes valeurs. Je répète ça tout le temps. Connaître tes objectifs concrètement, mais pas non concrètement. Connaître tes besoins primaires et connaître tes priorités du moment. Je répète toujours la même chose. Et quand les gens se rendent compte que je rabâche, bah, ils se disent putain, ça veut dire qu'il y a peut-être pas de secret en fait. Et c'est juste ça. C'est juste ça de savoir non pas ce que tu veux faire, mais ce que tu veux être et avoir. Et je sais que c'est contre-intuitif, tu l'entends nulle part. Les gens me disent oui, il faut trouver ce que tu aimes faire, il faut trouver ta passion. Oui, je peux te conseiller de faire ce que tu serais prêt à faire quand on ne te paye pas. Moi, je peux écrire et écrire et écrire toute ma vie sans qu'on me paye. Je peux écouter des gens toute ma vie et être patient. Je peux passer des heures à écouter un taxi me parler, tu vois, et il me raconte sa vie. Je suis patient, j'aime les gens fondamentalement. Donc, être dans le rapport d'écoute et de pédagogie, oui, je peux le faire gratuitement toute ma vie, c'est vrai. Est-ce que je le savais de facto? Peut-être pas. C'est venu après. Et surtout, est-ce que ça légitime tout ce que je fais ou est-ce que c'est pour ça? Non. En fait, c'est pas dans ce sens, c'est dans l'autre. Dans l'autre sens, c'est qu'est-ce que je veux être et avoir et qu'est-ce que je dois faire. Je fais ce que je dois faire et là-dedans, évidemment, je reste dans mon sweet spot. Je fais ce que je sais faire et je le fais mieux. Je sais pas d'aller faire mes trucs en fonction de mes défauts. Je mise sur mes qualités, je suis à double down là-dedans. Mais par contre, à la base, je mise fortement là-dedans. À la base, tu vois, je fais ce que je dois faire. Et si je dois manger un petit peu de la merde, entre guillemets, pour servir mes objectifs et être ce que je veux être, avoir ce que je veux avoir, je le ferai. Et en fait, l'angle, il n'est pas le même. Quand tu te poses la question, qu'est-ce que je veux faire? Bah, constamment, on est dans un rapport à l'exécution de tes tâches quotidiennes. Et dès qu'il y a une déconvenue, dès qu'il y a quelque chose qui est lourd, les gens ne supportent plus, ils changent de boulot. Est-ce que tu as remarqué à quel point les gens sont inconstants? Je veux dire, on est passé d'une société, alors je te donne pas l'exemple nippon, on n'est pas non plus, les Japonais sont fous là-dessus, je respecte beaucoup cette culture, mais ils sont excessifs. Ils restent 45 ans dans la même boîte, il y a tu te rappelles des époques des suicides et tout, ça existe encore. C'est encore très présent. J'ai beaucoup travaillé avec eux parce que dans mon lycée, on avait des échanges avec des Japonais et j'ai beaucoup appris. C'est incroyable comme culture avec beaucoup d'avantages et d'inconvénients comme partout. Mais tu vois, on est passé d'un monde où il y avait quand même plus ce côté carriériste long terme, tu vois, début 20e siècle, industrialisation, etc. Puis 30 glorieuses, c'est tellement une terre d'opportunités, de possibilités que les mecs restent 6 mois. Et puis oui, mon job ne m'épanouit plus, tu vois, j'entends des trucs, j'ai envie de secouer les gens comme des pruniers, ça me rend fou. En fait. Parce que ça sera pareil ailleurs. Le problème, ce sera ça. C'est juste qu'ils n'ont pas compris qu'il faut trouver quelque chose, même que tu n'aimes pas faire, entre guillemets. Alors, je te dis pas d'aller non plus dans une mine de charbon, mais quelque chose qui sert tes objectifs. Et d'accepter de le faire parce que tu comprends que ça sert l'objectif. Et tu trouves ton plaisir ailleurs. C'est marrant d'avoir centré cette thématique épanouissement sur le travail. Tu vois? Moi, j'arrive à m'épanouir parce que j'aime les gens, mais je m'épanouis bien en mer aussi, tu vois. L'idée, c'est, je pense, c'était parce que le travail, on le voyait toujours comme quelque chose qui restera avec nous toute la vie et dont on a besoin. Et l'idée, c'est toujours concilier finalement ce truc-là qui est là, qui est le boulot, avec sa vie. Et mais c'est peut-être pas la façon, la bonne façon de le voir, en disant en agissant en parallèle. Effectivement, si tu fais un truc que tu aimes, c'est plus vraiment le boulot, quoi. C'est Ouais, et ça arrive après. Mais par contre, au début, faut le voir autrement. Moi, il y a pas un jour où j'allais à une conf à l'époque, je détestais ce format. Alors c'est marrant. Tu veux dire, j'ai fait plus de 1000 conférences, tu dis, oh, tu détestais ça. Bah ouais, c'est un des grands secrets. D'abord, je déteste être exposé, par exemple. Tu vois, mais par exemple, ça, je crée des contenus sur Internet, je fais ce que je fais, parce que ça sert mes objectifs d'être ce que je veux être, avoir ce que je veux avoir. Je fais ce que je dois faire, pas ce que je veux faire.
J'ai pas du tout envie de faire des vidéos. J'ai pas du tout envie de faire des podcasts. J'ai pas du tout envie de me mettre en avant. D'ailleurs, je suis très discret. Ma vie privée, les gens savent rien. Mes niveaux de revenus, les gens savent rien. Matériellement, personne sait rien. Mes associés sont pareils. Personne qui voit une voiture, personne qui voit une maison. On est très discret. Mais par contre, on le fait et on s'expose parce que ça sert la mission, tu vois. Et moi, je veux du levier. Pour avoir du levier, faut jouer avec ses armes, en fait. On m'a donné des cartes. Je joue avec les cartes, tu vois. Et je fais ce que je dois faire. Et ça c'est le truc contre-intuitif que les gens, ils imaginent pas. Les gens, ils pensent, ils font des vidéos, ils sont à l'aise comme tout, ils adorent ça. Que dalle. Je déteste chaque vidéo que j'upload. Je déteste chaque seconde où je suis obligé de me mettre en avant publiquement, tu vois. Alors, par exemple, le truc qu'il faut pas me faire, c'est une surprise et tu m'aimes pour mon anniversaire ou quoi, et tu me rends le centre de l'attention. Alors là, je déteste ça. Moi, j'aime donner, mais alors si jamais tu me mets, laisse-moi. C'est pas mon truc, parce que depuis tout petit, je suis comme ça. Moi, petit, tu me donnais un gâteau, ma priorité, c'était à combien de personnes je peux le partager. Et c'est pas une qualité, ça, hein. C'est pas noble, hein. C'est chiant dans la vie, tu vois. J'ai appris à le mettre au bon endroit, tu vois. Mais concrètement, je fais tout un tas de choses que je dois faire, pas que je veux faire. Donc, pour revenir à ta question de comment on fait, on trouve ce qui nous anime, etc. Je pense qu'il faut une stratégie. Faut être un peu plus militaire que ça. Et tu disais, enfin, que c'est vraiment la recherche des valeurs et des objectifs pour être aligné avec ces deux choses-là qui feront que tu trouveras quelque chose qui t'intéresse. Mais est-ce que tu peux trouver ça et de quelle manière en fait tu fais une recherche au fond de toi-même pour savoir quelles sont tes valeurs et tes objectifs pour pouvoir être aligné? Pour moi, c'est hyper simple. Les valeurs, je dis toujours la même chose. Tu prends tout ce que tu détestes et en face, il y a ce que t'aimes. Parce que c'est plus facile d'être négatif, en règle générale. Quand je dis aux gens, c'est quoi la liste des 10 valeurs les plus importantes pour toi, ils sont paumés. Par contre, si je leur dis, je sais pas, moi, t'adores la malhonnêteté, c'est ton truc. Ah non, je déteste ça. Tu vois, bah, t'aimes l'honnêteté, du coup. C'est une valeur haute. Tu vois, comme moi. J'aime pas l'injustice, j'aime la justice. J'aime pas l'infidélité, j'aime la fidélité. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Et tu réfléchis, on est tous différents. Et je donne toujours les mêmes exemples parce qu'ils sont parlants pour permettre aux gens de comprendre que c'est leur réponse qui compte, pas la mienne. Par exemple, sécurité en face de liberté. C'est pas du tout la même chose, hein. Quelqu'un qui aime la liberté, il va avoir une carrière entrepreneuriale, il supporte pas qu'on lui dise quoi faire, il aime pas le cadre, il aime pas les horaires, etc. Il paye le prix. Moi, je suis comme ça. Par contre, tu payes le prix d'une certaine instabilité. Moi, pendant les premières années de ma vie, une décennie, pas de vacances, pas de stabilité, tu peux pas emprunter, tu peux pas investir. Bah non. Moi, quand j'investis dans une startup, j'ai vendu ma bagnole pour ça. C'était mon argent cash. Il y a pas de levier, il y a pas de rien du tout. Tu te payes pas de salaire, t'es en SAS. Tu sais, quand même tu te le payes, il faut attendre 3 piges. Enfin, c'est une horreur, en fait. Donc, tu payes le prix de cette instabilité. Mais tu vois, quelqu'un qui connaît pas ses valeurs et qui entreprend parce qu'il se dit c'est ce que je veux faire, c'est le truc du moment et qui a pas réfléchi sur le fait qu'en fait son besoin de sécurité est très élevé. Si ton besoin de sécurité est très élevé, tu restes dans un foutu CDI, tu utilises le levier de la banque et tu fais du crédit, tu investis en IMO, en 3 ans tu te crées une rente qui est de 1000, 2000, 3000 euros net par mois, après impôt la totale, t'es libre. Et ça, t'es sécure. Et en plus, t'es libre. Mais tu vois, d'abord, t'es sécure. C'est-à-dire que t'as une espèce de stabilité mentale où t'as un calcul de, t'as au moins 1 à 3 années de vie devant toi, plus une rente tous les mois. Tu vois, ça se calcule objectivement. Et le problème, comme on connaît pas nos valeurs, c'est qu'on fait des trucs qui sont totalement dissonants avec des choses profondes chez nous. Et il y a des gens à qui je dis ça juste en une phrase comme ça. Et ils me disent, putain, j'avais jamais vu comme ça. Et vraiment, hein. Tu vois, l'événement, là, on a vu 8000 personnes en 13 jours. Des gens qui viennent me voir. Le lendemain, ils m'écrivent. Ils ont fait, ça y est, ça y est, ils savent. Faut qu'ils arrêtent le boulot, faut qu'ils truquent. En 2 secondes. Je dis, mais c'est fou quand même. Et à l'époque, moi, quand je dis des trucs comme ça, pour moi, c'est tellement évident que je voulais pas le dire, par exemple. Moi, je suis le gars, quand je termine d'écrire un bouquin, la première personne qui le lit à chaque fois, c'est ma mère. Et à chaque fois, je lui dis, bon, je sais pas si je vais publier ça. Et à chaque fois, elle me regarde, elle me dit, mais t'es fou, toi. Bien sûr, tu vas le publier. Et parce que pour moi, c'est évident. Tu vois, c'est logique. J'ai rien inventé. Et en fait, non. Donc, tu vois, ce truc-là est important. Maîtriser ses valeurs, ça te permet d'éviter de te déshonorer. Et les objectifs, pour donner un deuxième exemple sur ta question, les objectifs, c'est particulier. Il faut vraiment bien se connaître et être conscient du monde. J'ai remarqué que pour fixer des objectifs, il faut être très conscient des autres et du monde. Parce que la conscience de soi, elle suffit pas. Souvent, tu as des gens qui sont un peu conscients d'eux-mêmes, mais ils se rendent pas compte du réel. J'ai un de mes associés récemment, avant que je vende mon agence digitale, pardon. J'ai quitté la présidence parce que je pouvais pas tout faire et que j'ai greenbullisé ma vie. Et on a beaucoup discuté et tu vois, il avait un truc avec des rêves, des objectifs, il me parlait de plein de choses, matérielles, immatérielles. C'était pas corrélé au réel. Je dis, mais tu vois, pour pouvoir aller dans le sens de ce que tu veux, j'ai en tête un véhicule qu'il avait envie d'acheter. Je dis, mais est-ce que tu te rends compte qu'il faut que tu accèdes à ça, tel niveau de patrimoine, si tu veux respecter les règles de base de l'investissement, ça doit être 1-2% de ton patrimoine, mais pas plus, sinon tu n'es plus dans l'intelligence financière par rapport à tes objectifs. Est-ce que tu te rends compte du montant de revenus qu'il va falloir que tu aies? Puis là, je lui ai intellectualisé la chose par rapport à combien il vendait ses prestats, à quel chiffre d'affaires on faisait tous les mois, à
qu'est-ce qu'il y avait à la fin comme EBITDA? Tu sais, c'est des calculs mathématiques, c'est un Excel en fait. Et je lui dis, est-ce que tu te rends compte de la décorrélation totale entre ce que tu vis maintenant et même si on fait un tracé linéaire par rapport à la croissance et ce que tu veux? Il y a un truc qui va pas. Il faut d'autres leviers. Et là, il a réalisé, tu vois, parce que les objectifs sont trop imprécis par manque de compréhension du réel. Donc, je pense qu'il faut croiser les deux. Conscience de soi, conscience du monde. Et se dire à un moment donné, qu'est-ce que je veux qui est atteignable, tu vois, là, tout de suite, à court terme. Moi, j'avais des volontés de voyage. J'ai réfléchi à comment, de manière très pragmatique, je pouvais le faire. Tu vois, mais pragmatique, pas on s'emballe. Et puis, de temps en temps, tu vois, là, en 2023, j'ai envie un petit peu d'avoir un autre pied-à-terre en Amérique du Nord. Parce que j'en ai un à Dubaï, à Nice, en Corse. Il manque juste ça pour que j'ai le grand écart que je voulais. C'est ce qui me permet de donner le meilleur de moi-même à chaque endroit, de recevoir le meilleur de moi-même à chaque endroit, le meilleur de l'endroit. Et je vais faire ça. Du coup, je vais baisser mes frais aux Émirats. Tu vois, je vais prendre un logement plus humble, plus petit, parce que c'est des vases communicants, puis que je reste dans une stratégie, tu vois. Donc en fait, il faut que ce soit extrêmement précis. Et ça, on ne sait pas le travailler parce qu'on se connaît pas assez, qu'on connaît pas assez le monde. Donc j'ai pas de clé particulière, si ce n'est celle de rendre ça hyper spécifique et surtout dans un timing qui est atteignable. Tu vois, pas des trucs de fou. Moi, voilà, j'écris des livres. Bah, il y en a un, je l'écris. J'avais décidé de le publier avant juin. Je l'ai dit au monde entier. T'es obligé. Après, j'ai dit le second, il sera publié avant Noël. Il y a tout le monde qui est au courant. J'ai plein de choses que ça articule autour. Je m'y tiens, tu vois. Mais je fais objectif par objectif. Souvent, on est trop lointain, tu vois. Alors, c'est bien d'avoir des perspectives. Il faut y réfléchir de temps en temps. Tu construis un peu dans la direction, mais il y a rien qui va se produire comme prévu, tu vois. Typiquement, tes objectifs, c'est tu fais du 1 an, 3 ans, 10 ans ou t'en as où il y a pas vraiment de règles, quoi. Moi, je fais du une semaine, un mois. Et la max projection, c'est 1 an, 2 ans, max. Parce que tout le reste, je sais, j'ai appris avec le temps que ça se passe jamais comme prévu. Regarde, tu tombes amoureux, tac, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant. Mais imagine, tu tombes amoureux. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais pas. Tu sais pas ce qui se passe. Je tombe amoureux d'une femme, elle est à Barcelone, qu'est-ce que je fais? Bah oui, Ouais. ça peut être un nouveau point de vue, c'était pas prévu. Donc en fait, je tire pas de plan sur la comète parce que ça se passe jamais comme ça. Tu perds du temps, en fait. Tu vois, je prends les trucs les plus courts et je fais ce que j'ai devant moi. Et il faut avoir un peu, tu as dit, trust the process. Il faut avoir un peu de confiance en la vie quand même. Elle t'amène des opportunités qui sont cohérentes, t'apprends à les filtrer. Quand tu maîtrises tes bases, t'es flex de ouf. C'est comme un skieur. Tu prends une piste et tu arrives sur un champ de boss. Il y a 2 critères qu'il faut. Pour moi, c'est les 2 critères de l'épanouissement et du bonheur. Le premier, c'est qu'il faut être solide sur les fixations, sinon t'es ski se barre. Ah bah, première boss, c'est fini, tu déchausses. Donc ça, c'est solide sur les bases, c'est tout ce que j'adresse. Et la deuxième thématique, c'est la flexibilité. C'est-à-dire que si t'es pas flexible sur les bras de levier, si tes chevilles, tes genoux et tes hanches sont rigides comme ça, tu te casses une jambe, tu te casses le tibia à la première bosse et tu tombes aussi. Donc il faut, si tu te rappelles l'image, les mecs c'est des chewing-gums, quand ils descendent une pente et un champ de bosse, les mecs comme ça, je comprends pas. Toi tu te penches en avant le matin, t'arrives pas à toucher tes pieds, t'as mal au dos. Je dis mais comment le mec il arrive à faire ça? Bah en fait c'est exactement cette flexibilité qu'il faut. Et souvent les gens se méprennent. Quand tu parles du contrôle des bases, ils pensent qu'il faut être rigide et qu'il n'y a pas de flexibilité. L'un de mes grands secrets c'est que je vis au jour le jour. Tu vois. Alors oui, je te dis ça alors que si maintenant tu me demandes, je connais plus ou moins mes lieux de vie et mes grands moments jusqu'au 31 décembre. Donc en vérité, j'ai toujours des planifications professionnelles de 3 à 6 mois. Tu vois, parce qu'on n'a pas le choix par rapport à nos enjeux, mais parce qu'on fonctionne au trimestre. C'est plus le business qui me fait faire ça. Mais sinon, je ne tire pas de plan sur la comète perso et je laisse plein d'espace quand je le peux. Par exemple, là, tu vois, je sais à peu près, je suis ici, je sais que je pars une semaine encore, je sais qu'ensuite je reviens. Voilà, j'aide quelqu'un à déménager, puis ensuite je sais que je vais aller sur la région Rhône-Alpes. Donc là, j'ai un point, puis j'agglomère autour. Le perso, le pro, comment je peux faire? Est-ce que c'est un moment où je cut totalement? Est-ce que c'est un moment où je suis à demi présent? Et si oui, quand? Je préviens tout le monde. Et puis après, tu vois, je sais quand je rentre aux Émirats, je sais comment je m'organise, tu vois. Et je planifie. Parce que si tu fais pas ça, bah, t'es au doigt mouillé et là, par contre, ça devient dangereux. Parce que t'as vite oublié de faire les choses. Donc, il faut une deadline. Puis après, on en revient du coup à la motivation qu'on n'a plus, quoi, à cause de ça, en fait. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, t'as une espèce de truc où tu t'es dit, je veux que ce soit comme ça. Ouais, un engagement raté, c'est un faux départ, c'est pire que de ne pas avoir commencé du tout, quoi, en fait. Exactement. Ça. Non, il faut vraiment limiter ce truc-là. Tu vois, par exemple, moi, j'ai des trucs hyper originaux que les gens imaginent pas. Par exemple, je ne traite pas. Nous, on a une boîte de bail, une filiale à nous. On a des logiciels, applications et on accompagne les gens à trader. Alors, comme on n'est pas des vendeurs de tapis, on les aide pour qu'ils gagnent du temps et pour qu'ils essaient d'optimiser ce qu'ils font. Aucunement pour qu'ils gagnent de l'argent. Personne ne peut te promettre ça. Donc, déjà, notre posture est un peu plus élégante. Mais quoi qu'il arrive, malgré le fait qu'on le fasse, malgré le fait que je sois au côté d'Yann, les gens me disent, ah, Yann Darwin, machin, t'es associé, il doit donner des conseils de fou. Ouais, ouais. J'investis pas une seconde, je fais pas de trading. Et en fait, les gens sont surpris. Mais pourquoi? Je découpe, je mesure, j'analyse mon temps, risque, rendement,
Ça a pas de sens dans ma vie. Ça a pas de sens. Et en fait, les gens, ils FOMO tellement à cause des, alors, pardon, je donne des termes techniques. Ton audience doit savoir ça, mais c'est la peur de passer à côté d'une opportunité en anglais. Et ils ont tellement peur qu'en vérité, ils ont envie d'être partout. Et je le vois, là, il y en a encore qui m'ont écrit, tu sais, suite à l'événement. Oui, alors, Dompé, moi, j'investis. Mais il y en a, ils me font des listes. Mec, ils ont un boulot à 5 le dernier, 50 heures par semaine, il bosse. Je te jure, il m'a écrit ça. Après, la véracité, je sais pas, mais 50 heures par semaine. Il a une vie de famille. Il est papa. C'est beaucoup. Le mec fait du sport parce qu'il est inspiré, il faut qu'il soit en forme. Le mec investit en bourse à long terme, ça va. Il fait des allocations si t'es un peu intelligent et que, bon, ça peut aller vite. Après, il fait du trading. Déjà, on commence à rajouter un peu de temps tous les jours parce qu'il faut une analyse macro, micro, il faut connaître le marché, il faut, c'est comment, tu vois. Enfin bref, il y a plein de points. Et à côté, il veut investir en IMO, il me demande comment il peut être marchand de biens, le mec. C'est comment? À quelle heure ça marche pas, ça? Ouais. Donc en fait, ça aussi, c'est un point qui va pas. C'est qu'on est tellement dans cette peur de passer à côté des opportunités qu'on veut tout faire en même temps. Moi, je suis pas du tout un boulimique d'action. Tu vois, nous, on est dans l'investissement, les deux pieds dedans. Pour ça que moi, je m'occupe des entrepreneurs parce que je suis pas exactement dans ce tempo-là, donc je fais pas. Et justement, enfin, ce qui est intéressant, c'est ton point de vue par rapport à tous ces piliers un petit peu qu'on peut utiliser, ces leviers entre entrepreneuriat et puis tous les actifs, les classes d'actifs qu'on peut faire travailler. Est-ce que tu vois toi des choses qui fonctionnent bien ou à contrario des trucs qui sont un peu too much ou tu vois pour une personne qui a un boulot à côté, qui cherche un équilibre, enfin, et qui veut entreprendre aussi quoi. C'est une très bonne question. J'ai fait toutes les conneries du monde là-dessus. J'ai fait 10 ans d'entrepreneuriat sans vacances, sans investir. J'ai investi sur moi, sur la croissance de ma boîte. Donc ça, c'était bien. J'étais en mode crée ta boîte et réinvestis les bénéfices dedans. Tu vois. Les bases des enseignements à la Kiyosaki au début. Et ça fait du sens. Ça fait du sens, mais j'ai pas, l'étape achète des actifs et il paye tes produits de luxe, ça m'a manqué un peu. Tu vois. Donc, forcément, c'était compliqué. Pourtant, avec des bons revenus, c'était pas le problème. Hein. À titre individuel, c'est des sommes qui étaient conséquentes. Mais j'ai fait l'erreur de pas investir. Donc, j'ai observé ce qui a fonctionné chez les autres et ce qui a fonctionné une fois que je me suis rattrapé. Le plus simple et le meilleur setup, parce que les entrepreneurs de ce monde ne sont pas la majorité des millionnaires de cette planète, c'est une connerie ça. C'est beaucoup plus simple de garder un CDI, d'investir dans l'IMO stablement. Moi, j'ai vraiment un amour pour cet actif-là. Pourquoi? Parce que si tu analyses les décennies en arrière, tu vois la pérennité, tu vois, du marché avec des fluctuations, mais quand même, il est haussier, mais il est stable. Même si on regarde, alors si on regarde au mois, machin, t'as des endroits comme, par exemple, je parle des Émirats en Ivy, c'est une folie, tu vois. Il y a pas vraiment de contrôle, donc du jour au lendemain, ils t'appellent, ils disent bon bah maintenant c'est 50% de plus et tout, ça c'est relou. Mais en France, c'est pas le cas. Donc là, je m'adresse à une audience qui vit en France ou francophone. Et du coup, même les pays francophones européens, vous n'êtes pas sujet à des fluctuations pareilles. Donc c'est quand même assez bien. Et surtout pour quelqu'un qui a peu de temps, on peut le leverager. On peut avoir un effet de levier grâce au crédit, grâce à des mécaniques d'aller-retour en résidence principale, aussi simple que ça. T'achètes, tu retapes, tu vis dedans, tu revends, pas imposé, bam bam, t'as fait 20, 30, 40 000. C'est des effets de levier qui sont énormes. Alors que je suis étonné de voir le nombre de personnes qui ont peu de temps, peu de capitaux et qui maximisent la mauvaise somme ou mettent l'attention là où il faut pas. Parce qu'ils découpent pas, ils mesurent pas et ils calculent pas le risque rendement. Donc typiquement, j'ai des gens qui me disent, moi je suis à fond, j'adore la crypto. En fait, on revient à ce que tu veux être et avoir. Fais ce que tu dois faire. Je m'en fous que t'aimes la crypto. Parce que si t'aimes la crypto, c'est génial, mais tu as 5 000 euros de capital. Et à part, dans un compte de fait, 5 000 ne deviennent pas 5 millions. Tu vois. Parce que moi, j'ai pas du tout de discours, je suis très violent avec les gens qui ont des discours comme ça, parce que ça fait des drames humains, en fait. Ça fait des drames humains parce que 99,9% du temps, ça marche pas. Donc, on peut pas baser sa vie sur la référence, qui n'en est pas une, d'un compte de fait. Un compte de fait, c'est une occurrence. Et en plus, elle est storytellée. Elle est même pas réelle. Mais quand bien même ça l'est, c'est une occurrence. C'est pas une récurrence. Encore moins une règle, encore moins une loi. Et les gens, ils prennent une occurrence, ils disent, ça y est, je vais transformer 5 000 en 5 millions. Pas top. Donc, moi, mon point, vraiment le meilleur point, si on me demande souvent, tu recommences à zéro, tu fais quoi? Très simple. Je trouve un job stable. Je me mets en mode CDI avec un étalement horaire, quelque chose qui me permet, d'aller justement visiter des biens, faire ça dans le dur. Je prends entre 24 et 48 mois, entre 2 et 4 ans, parce que j'ai conscience que c'est un jeu de long terme quand même. Alors pour moi, c'est long. Alors, tu vois, 4 ans, c'est plutôt court terme. Tu prends ce temps-là, tu te formes, tu fais partie d'un bon écosystème, tu tabasses. Par contre, tu tabasses. C'est pas en mode, tu dédies ta vie à ça et tu te mets cette indépendance. Parce que même si demain il y a une guerre, même si demain il y a une dévaluation de la monnaie, même si toutes ces histoires là des alarmistes qu'on entend partout, quand bien même ce serait vrai, c'est pas mal d'avoir une détention directe de biens immobiliers, de quelque chose de structurant, parce que se loger, il y aura toujours besoin, pas dormir dans la rue, tu vois. Alors évidemment, s'il y a une guerre. Et le problème, c'est que les gens après ils terrorisent. Mais je leur dis, s'il y a une guerre nucléaire, mec, on est mort. Qu'est-ce que t'as?
De toute façon, il n'y a pas de sujet. En fait, ce qui est drôle, parce qu'il y a beaucoup d'alarmistes, hein, t'as remarqué? Je sais pas du tout quelle est ta posture là-dessus d'ailleurs, mais j'imagine que tu as un peu de confiance, parce que sinon tu serais pas là en train de faire ce podcast. Tu vois, je leur dis, même si vous aviez raison, il n'y a aucun premium à faire le paniquer, à arrêter d'agir. Tu vois. Le problème, c'est que ça freeze les gens. Putain, on dirait Vanda, mais je parle anglais encore. Ça paralyse les gens. Non, mais c'est parce qu'on parle anglais toute la journée. Ça paralyse les gens. Tu vois. C'est-à-dire que les gens, ils sont là en mode, je fais plus, il paraît que l'euro, le truc, t'as vu, 1 euro, 1 dollar. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Fais ton truc, en fait. Parce que pendant le temps où tu fais pas, tu perds du temps, justement, et tu n'accumules ni actifs, ni levier, ni rien. Donc, il y a aucune équation et il y a aucun scénario ou scénario dans lequel ou dans lesquels ça fait du sens de rien faire à cause d'une spéculation potentielle d'un effondrement. Donc voilà, j'ai fait une digression, mais pour revenir aux bases, moi j'aime bien ce blueprint, CDI effet de levier, parce que tu peux utiliser l'argent qui n'est pas à toi et qu'il y a en effet des choses qui fonctionnent. Alors, est-ce que c'est facile? Non, c'est dur. En même temps, il n'y a rien de facile. Et je sais que maintenant, on est obligé de justifier ça. Maintenant, les gens osent te dire, oh, il dit ça, c'est compliqué. J'ai envie de mettre des tartes quand j'entends ça. Mais parce qu'en fait, c'est comme quand un mec me dit, alors, parle-nous de tes échecs. J'ai joué au Monopoly, je suis allé en casse-prison. Ça y est, là, on va en parler 8 ans. C'était dans les règles au départ. C'est une virgule pour moi. Tu vois, c'est exactement la même chose. Je vais se dire, ah, mais il faut mettre des disclaimers, c'est pas facile. Ah bon? Et j'ai besoin d'un disclaimer pour ça. Bah oui, oui, on a besoin. Parce qu'avec tous ces vendeurs de Ponzi et tous ces trous de balles, là, excuse-moi, je suis un peu cash comme mec. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils veulent des raccourcis maintenant. Tu sais, on leur dit, tu prends 1000 euros et on va le transformer en 30 000. Bah, à la seconde où tu dis qu'il faut bosser, tu dis, ah bon, fallait quand même le préciser. Bah, moi, je précise pas, tu vois. Évidemment que tu vas en chier, tu vois. Mais c'est pour moi le meilleur blueprint. C'est le meilleur actif, mais parce que c'est le plus safe. Et parce que tu as vu, c'est la guerre, une volatilité énorme, bear market, tout ce que tu veux. Voilà. On crâne un peu quand c'est un bull et que tout monte et que c'est bien sur des actifs à haute volatilité, à haut risque. Et on crâne un peu moins quand ça descend. C'est évident, non, mais c'est un bon combo, effectivement, CDI, MUMO, et puis après peut-être replacer dans des actifs qui peuvent aussi se valoriser avec le temps une fois que t'as généré des liquidités, quoi. Mais voilà, ça, bien sûr. Mais tu vois, il faut un focus. Et je fais une digression après une phrase. Les millionnaires de ce monde ne diversifient pas, c'est pas vrai. Putain, j'entends ça partout, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tous les gens que je connais qui font des millions, ils ont fait des millions avec un putain de truc. Focus comme des guerriers. Et après, ils ont diversifié. Mais pas pendant. En fait, cette erreur-là, elle fait que les gens, ils croient que tout de suite, il faut diversifier. Ils sont fans du camembert. Oui, mais je peux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Mais si. Je sais que c'est encore contre-intuitif, hein, mais fais complètement ça. Mais dans un panier sain, etc. Et parce que tu joues sur un. Alors, du coup, je t'ai dit que ça prenait une minute, mais je suis obligé d'augmenter parce que ça joue sur un time frame qui est pas le bon. C'est-à-dire sur une temporalité qui est pas la bonne. Oui, sur 50 ans, faut pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Mais sur 1 an, mais faut être complètement décorrélé du réel pour croire que ça aura de l'influence. Sur 1 an, qu'est-ce que tu crois qui va se passer si tu as mis tapis sur un type d'asset, sur un type d'actif? Rien. Tu vas le maximiser, tu vas te former, tu vas être meilleur, tu vas investir plus. C'est la clé. C'est sur 50 ans qu'il faut que tu diversifies, mais pas sur 1 an. Et en fait, cette erreur fait que les gens sont fans de camembert, ils veulent tout splitter tout de suite. Mais split pas. Quelqu'un qui me dit que j'ai 30 000 euros, all in, mec. Et ça paraît fou et contre-intuitif, hein. Mais clairement, utilise ça comme levier pour le crédit, pour payer s'il faut, parce que ta banque elle te casse un peu les pieds. Il faut que tu payes, je sais pas, le notaire, le truc. Garde un peu comme et tu te focalises. Et si tu as décidé que c'était pas ça et que tu veux mettre ton focus parce que tu m'écoutes pas et tu dis bon, je vais sur des trucs à haute volatilité parce que c'est mon choix, je le respecte. Bah mets ta pied là-dedans, tu vois. Et là-dedans, tu peux splitter un peu, mais même là, c'est con. Si tu y crois à ce point-là, mais prends un espèce de new coin à la con. Et puis tu mets tout dessus, et puis voilà, tu fais une martingale de Hawks en mode blackjack, rouge noir. On verra, peut-être je double, tu vois. Mais pour moi, ça n'avait pas de sens. Mais voilà, je sais que c'est très contre-intuitif, hein. je comprends. Non, t'es vraiment dans l'approche séquentielle pour toi. Tu fais un truc jusqu'au bout à fond, tu génères du cash avec, ou t'abandonnes parce que ça marche pas, et tu passes au suivant. C'est ça l'idée, hein. Ouais. Tu délègues et tu bénéficies de tes actifs. Parce que honnêtement, hein, j'ai une particularité, c'est important parce qu'on l'a dit vite, on va le redire plus rapidement, c'est que dans ma vie, en tête à tête, je parle pas des confs, sinon il y a plus d'un demi-million de personnes, mais en tête à tête, j'ai écouté plus de 150 000 êtres humains me parler de leurs problèmes et de leur situation. Et j'en ai accompagné des milliers. Donc tu sais, ça donne, c'est comme Matrix. Ça donne une espèce de lecture qui est bizarre, c'est pas normal. Non mais c'est vrai. Souvent les gens se réfèrent à des études scientifiques ou des études statistiques d'ailleurs qui sont faites sur 1000 personnes. C'est le nombre de personnes que j'aidais parfois en période de 10 jours. Donc, j'ai un prisme, une analyse qui fait que je vois ce qui marche et ce qui marche pas. Et cette stratégie marche mieux. Parce que le défocus, ça marche pas. Parce que comme tu as peu de résultats un peu partout, bah, tu n'y arrives pas. Alors que quand tu te focuses, c'est le principe du laser, ça marche à fond. Tu vois. Et après, en effet, tu délègues. Par contre, il faut bien l'avoir en stratégie. Dire à un moment donné où je vais voir que c'est le bon moment, je vais commencer à mettre des biens en gestion. Parce qu'au début, je gérais tout seul.
Fais de la courte durée, du truc, j'en sais rien, peu importe. Je vais faire gérer par quelqu'un. Oui, mais je vais gagner moins. Oui, mais tu vas gagner du temps. Ressources précieuses. Et moi, je préfère gagner 10% d'un truc que je fais pas que 25% d'un truc que je fais. Et ça, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à l'accepter, par exemple. C'est pour ça qu'il y a des gens qui aiment pas les trucs clés en main. Moi, j'adore ça. Bon, ça chez mes club deal, j'adore ça. Je dis, tiens, prends mes sous, je fous rien, et tu me donnes 15%. Ah, il est parfait. Parce que je vais aller chercher quoi? 20, 22, mais il faut que je fasse tous les week-ends dans un chantier. Et en fait, tu vois, c'est là où il faut se connaître. Moi, j'aime tellement mon temps, par exemple, je suis pas du tout un profil pour faire ce que je te raconte. C'est-à-dire que parce que j'ai la chance d'être à un moment de ma vie où j'ai pas besoin de ça. Donc, je peux investir mes capitaux dans du clé en main. Mais quand tu es au début, bah, il faut que tu fasses ton chemin, qu'est-ce que je te dis? Faut en chier un peu. Ouais. Oui, et puis se focus effectivement, au moins on donne plus de chances de réussir sur ce dont ce qu'on entreprend au moment donné, plutôt que comme tu dis de faire le camembert et de faire le camembert, je sais pas cette expression, mais tu vois, de diversifier, parce que quand effectivement quand t'as 10 euros sur chaque actif, t'es bien content, t'es bien équilibré, mais ça avance pas, quoi. C'est vrai, hein. Ouais. C'est fou. Voilà, et c'est pour ça que je mets le mot safe, parce que quand c'est haute volatilité, c'est au risque en face, on l'oublie ça. On l'entend, t'as énormément de projets, t'as vraiment plein de choses à la fois, tu voyages beaucoup. Comment est-ce que tu gères, toi, ou ton approche par rapport à la gestion du coup de l'énergie, tu vois, de la gestion des distractions aussi, je crois que c'est un petit peu lié, pour rester sain dans ta tête, dans ton corps et continuer à avancer, quoi. C'est drastique, c'est compliqué, hein. C'est dur, mais je suis tellement drivé que maintenant j'ai pas à me forcer. Les trucs où je suis très attentif, bon déjà moi je fais du sport tous les jours, au moins 1 heure, 1 heure et demie. C'est inflexible et indiscutable, ça aide beaucoup. La diète est importante. J'ai découvert le pouvoir de la nutrition en tant que influent énorme sur mon sommeil, sur mon état d'être, sur ma forme physique, enfin sur tout en fait. Donc pour moi c'est des bases. Après il y a des trucs, tu vois, par exemple là on a fait une tournée énorme, tu l'as vu, on a fait des milliers de kilomètres, on a fait 5 heures de conférences tous les soirs. C'est énorme de faire ça. Bon bah c'est zéro alcool. Ah oui, t'as pas le choix en fait, parce que tu sais, c'est pas non, c'est zéro. En fait, tu vois, il faut, parce que sinon ça passe plus. Les gens me disaient, on sort après, on truc, mais t'imagines si on fait ça? T'imagines si on commence à faire les loups de Wall Street, on sort les filles, le machin, le truc, c'est impossible. Ah, tu le fais une fois, quoi. Ouais, on rentrait comme deux petits imbéciles avec Yann, on mangeait nos petits sushis que l'équipe elle nous avait commandés, voilà, pour avoir un peu, parce que pour le coup on était vraiment pas haut en calories, donc on avait besoin un peu d'énergie. On allait se coucher, on était dans le hall de l'hôtel, là, tu sais, dans le lobby. On leur demandait, on peut manger. Je me rappelle une fois, elles ont pris de l'asiat, elles ont pris de la viande, des petites brochettes. On a demandé au mec de nous réchauffer dans le micro-ondes. On riait tous les deux comme deux abrutis dans le lobby, mais c'est ça, c'est ce prix à payer. Donc déjà, je fais ça, c'est la discipline, c'est le cadre, et je reviens surtout sur la santé. Parce que souvent, il y a un mismatch et les gens, ils font pas assez attention. Là, j'y arrive pas, j'ai pas assez d'énergie. Bah oui, mais tu vois. Ou alors, j'arrive pas à convaincre. Beaucoup de gens qui nous disent ça en IMO ou par exemple dans les négociations. Bah ouais, mais si t'as des cernes comme ça, tu vois, et que t'as pas cette pêche-là, ça marche pas. Donc voilà, c'est sommeil, sport, santé, alimentation. Et après, tu délègues. Parce que oui, on fait beaucoup de choses, mais il faut pas oublier. On compare pas, c'est pas ma phrase, mais je l'aime beaucoup, son chapitre 2 au chapitre 21 de quelqu'un. Ça veut dire que c'est plus facile pour Bibi. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, tout à l'heure, j'ai organisé un petit Zoom avec mes équipes. C'est les filles qui envoient les emails. C'est les filles qui set up les vidéoconférences. Machin. C'est pas moi qui fais tout ça. On a des équipes de monteurs pour les trucs. Donc, si tu veux, en vérité, oui, on a beaucoup d'activités, mais moi, j'ai l'espace-temps très, très large pour faire ce dans quoi je suis bon, et tout le reste, je le délègue. Donc, tout le monde n'a pas ce luxe non plus. Tu vois, donc il faut faire attention. On multi-activité maintenant parce qu'on est un groupe fait comme un conglomérat. Tu vois, donc on peut se permettre. Mais malgré tout, on focus. C'est-à-dire que même si on a plusieurs activités, moi, je fais toujours la même chose. Pédagogie, éducation, partage et passage à l'action. Tu vois. Donc, ça se passe comme ça. Et tu vois, le seul sujet qui sort du cadre, c'est mes bouquins. Ça, c'est mon petit loisir à moi. J'écris, ça me passionne. Dès que j'ai un moment de libre, j'ai envie de le faire, tu vois. Ça, pour le coup, c'est ce que j'aime faire. Parce qu'il y a un partage. Et j'aime beaucoup plus que les contenus vidéo et publics parce que il y a un côté intimiste, mais qui ne t'expose pas autant qu'une vidéo dans le monde de maintenant, tu vois. Maintenant, moi, je vis des trucs de ouf. Genre, les gens, ils créent des faux comptes à mon nom et ils essaient de vendre des trucs à des gens. Horrible. Tu vois. Ouais. Ouais, il y a un côté plus intimiste effectivement aussi de lire, et puis il y a l'histoire aussi de l'effort que le lecteur a pris d'acheter le livre, de le lire, de passer le temps qui est exactement. La qualification de la personne qui t'écoute est plus élevée, plus intéressante. Et en tant que toi du coup ton expérience de thérapeute de santé, est-ce que ça t'apporte aussi des trucs que tu penses que les gens dont les gens pourraient bénéficier au quotidien aussi, ou est-ce que pas forcément plus que ça, quoi? Ouais, carrément.
carrément. Mais je suis bénévole depuis le premier jour à cause de ça. Je suis un peu spécial dans la tête. J'étais pas OK, en fait. D'abord, c'est un rêve de gosse. Et tu sais, quand t'es gamin, l'argent, ça te sert à acheter des bonbons, quoi. Tu vois, j'avais 5 ans. Tu penses pas à le capitalisme, tu vois. Le deuxième point, c'est que j'ai commencé ma carrière de thérapeute tôt, parce que nous, à l'école, on soignait des gens. Tu vois, il y a certains mois pendant les études où je soignais 30, 40 personnes quand même, tu vois. Donc ça se fait du volume, tu rencontres du monde. Et j'ai compris tout de suite. J'ai dit, on met des pansements aux gens, en fait. Quand j'ai réalisé que 80-90% des problèmes des gens pour lesquels ils venaient me voir auraient pu être évités s'ils avaient mieux nourri leur esprit ou leur corps, j'ai dit, c'est pas bon, c'est pas mon chemin. Et du coup, je fais ça. C'est de motiver les gens à nourrir un peu mieux l'esprit et le corps, en passant à l'action, en s'entourant de personnes plus saines, mangeant bien, etc. Donc oui, ça m'a aidé. Ça m'a aidé parce que j'ai compris les bases du fonctionnement du corps humain, l'homéostasie, avoir confiance aussi en cette capacité parce que le corps est étonnant. Connaître les warnings, savoir ce qui est une alerte physiologique et là tu dis, ah, peut-être je fasse attention, pas trop tirer sur la corde. C'est tellement fondamental. Et en fait, oui, ça m'a aidé parce qu'à l'école, on t'apprend pas ça. À l'école, on t'apprend pas à gérer les bases. Tu as eu un cours, toi, de nutrition, cuisine, on se balade, on va au marché, on choisit les fruits et des légumes, on décide pourquoi est-ce que certains en enlèvent la peau. Les gens savent même pas ce que c'est qu'un antinutriment, n'ont pas conscience que la peau est parfois une barrière naturelle que les légumes et les fruits se mettent pour le fait qu'elle ne soit pas aussi facile à digérer dans la nature par des animaux. C'est des sujets super intéressants. Tu prends une pomme, l'essentiel des pesticides sont à l'extérieur, sur la peau. Les gens ils mangent des pommes sans éplucher la peau parce qu'ils savent pas ça, par exemple. Tu vois, ou à minima sans la faire un petit peu baigner dans une eau qui permet d'enlever tout ça et la nettoyer. Mais tu vois, c'est tous ces points-là qui sont essentiels. Donc oui, je suis heureux en tant que thérapeute de les avoir appris parce qu'aujourd'hui, ils me servent dans ma vie. Tu vois. Mais j'aimerais tellement qu'on les apprenne avant. Ouais, bah oui, c'est clair. Si on pouvait l'avoir en tout en base dans ton bagage à l'école, ça serait forcément déjà fait, quoi. Ouais. Mais c'est pour ça que le dev perso est là, c'est pour ça que la nutrition est là, c'est pour ça que les créateurs de contenu ont encore des choses à dire. Enfin, contenu de qualité, j'espère en tout cas. Mais Ouais. Et il faut écouter, hein, j'encourage les gens. Et surtout une pluralité. Il faut pas avoir de gourou. Moi, les gens me disent, ah, je regarde toutes tes vidéos, j'écoute que toi, je les envoie chier. Je dis non. Et alors, t'as du bol parce que moi, je dis pas aux gens quoi penser, je leur dis comment réfléchir, enfin, comment se poser les questions pour trouver leurs réponses. C'est mon combat. Donc moi, je n'offre jamais ma vision, je la donne parce que ça permet aux gens de comprendre. Souvent, ils disent, ah, sur ça, je suis pas d'accord, tant mieux. Moi, j'ai pas besoin de sécurité, j'ai un besoin de liberté. Quelqu'un qui a un besoin de sécurité, il y a plein de trucs que je dis qu'il comprend pas. Il y a entreprendre, machin, c'est horrible. Et je comprends qu'ils comprennent pas. C'est mon but. Mon but, c'est qu'il ait la capacité ou qu'elle ait la capacité de cette personne de dire, j'entends ce qu'il dit, c'est très sympa. Mais par contre, moi, ma lecture est différente. Bah, tant mieux, c'est ça, c'est la singularité, la clé. Et donc, du coup, tu tombes sur mes contenus, t'as un peu de bol. Par contre, si tu tombes sur les contenus tu vois, de quelqu'un qui est un peu plus dogmatique, les rois de la checklist, c'est dangereux. Tu vois. Et dans le dev perso, il n'y a que ça. Les rois de la checklist. Tu sais, les 17 lois du succès. Fais ci, fais ça, ouais. Mais on est comme ça, hein, t'as remarqué. Mais c'est un problème pour tout. Hein. Parce qu'on est flemmard, on aime bien avoir le truc qui, voilà, je vais suivre un par un et puis voilà, je suis bien, quoi. Voilà. Et non, il faut écouter plusieurs personnes et créer tu vois, son schéma. Et les gens veulent pas d'autonomie. Hein. Ils veulent que tu leur dises tout le temps. Moi, je crée des vidéos. J'en ai une, elle dure 3h40 sur ma chaîne YouTube où je parle des systèmes illégaux de Ponzi notamment. Les gens continuent de m'écrire en mode, j'ai eu un commentaire aujourd'hui. Ah, ça me parle, j'ai compris, mais est-ce que je peux vous demander si ma boîte elle est bien? Tu vois, ça m'inquiète. Je viens de faire 3h40 de vidéo que tu as regardé en entier, où je te donne toutes les foutues armes. C'est pas, même ma nièce, elle a 10 ans, elle écoute, elle a les armes. Et malgré tout, tu as besoin de validation. C'est ouf. Ce manque d'autonomie, en fait. Tu vois. C'est pour ça que les gens se font pigeonner par des faux comptes qui leur écrivent de nous, d'ailleurs. Tu sais, en mode, ils offrent des rendements de fou. Ils ont aucun prisme, ils ont aucun. Par exemple, les mecs qui créent des faux comptes sont, tu sais, souvent en Afrique, etc. Les mecs envoient des messages avec des fautes d'orthographe partout. J'écris des putains de livres. À quelle heure je fais les fautes d'orthographe, moi? Genre, c'est le truc que je fais jamais. Et tout le monde le sait. C'est-à-dire qu'en plus, les mecs le savent et après, ils me disent, c'est vrai. Je dis, mais attends, c'est des mecs qui me suivent depuis des années, hein, c'est pas des gens qui me découvrent. Hein. Je dis, mais comment tu peux penser que je vais t'écrire comme ça? Genre, ouais. Mais ça, je suis persuadé que c'est une autre dimension pour moi de l'hygiène de vie, tu vois. Là, on parlait de santé, culture, dans la tête et dans le corps, mais il y a aussi, mon avis, la façon dont on consomme le contenu, parce qu'il y a forcément beaucoup plus de contenu aujourd'hui qu'à l'époque aussi, donc il n'y a pas de réflexe, mais je pense que pour moi, ça devient un vrai enjeu. Enfin, j'essaie de me l'appliquer en tout cas, tu sais, on parlait des distractions et tout ça. J'ai l'impression un peu dans les réseaux que c'est un peu la guerre à qui consommera le moins de contenu et en produira le plus, tu sais, quand tu crées notamment. C'est bien, ouais.
Bah, moi, je trouve ça bien que tu crées des contenus, tu es du bon côté de la barrière. Après, tu en consommes aussi. Mais moi, par exemple, TikTok, je fais toujours la même chose. Tu sais que j'ai créé un compte il y a 3 Ouais, mois. ouais, un gros succès d'ailleurs. Ouais, ça. Ça marche plutôt bien. En tout cas, il y a une traction. Parce que maintenant, il y a quoi, on doit être 93 000 dessus. Donc, c'est vrai qu'en 3 mois, c'est bien. Ça prouve qu'il y a une attention. Bah, j'utilise toujours de la même manière. Je prends le téléphone. D'abord, j'ai pas de notif, moi. Donc, j'appuie dessus. Je vais enlever le son, sinon ça va faire du bruit. J'appuie sur la truc. Tu vois, j'arrive ici sur la page principale. Donc, souvent, il y a Yann. Donc, tu vois, dans les abonnements et tout. Je clique pour que le mec il ferme sa bouche. Je vais directement dans les notifications ou alors sur mon compte et je réponds aux commentaires des gens. Tu vois. Mais c'est-à-dire que ce que j'ai fait là pour te montrer, pour chercher la tronche de Yann, habituellement, il n'y a que lui. Parce que j'ai qu'un abonné. Je le fais jamais. Je ne scrolle pas. Je dis tais-toi et je passe. C'est-à-dire que je ne consomme pas une seconde. Après, je fais ça et j'enlève l'application. Jamais. Sinon, t'es mort. C'est terminé. J'ai enlevé les notifs ça fait 2 ans. Ça a changé ma vie. Tu vois. Parce que tu réagis de notif en notif en notif. T'as envie de regarder ce qui se passe. Tu vois. Moi, j'ai invité les gens à plus m'appeler. Je passe plus de coups de fil non plus. Ah, je suis radical. Ouais, les gens qui ont le droit de m'appeler ou que j'appelle moi. Il y a, ouais, c'est ma mère, ma sœur, tu vois. Ma nièce en visio quand elle est loin. J'ai une liste de 3-4 amis ou gens dans la famille que je vais appeler de temps en temps. Mais ils savent, non, c'est impossible. C'est parce que, en fait, t'es inondé. Ton temps, si tu le gères pas de façon drastique, ça marche pas. Après, on a tous des distractions. Faut juste évaluer. Est-ce qu'elles font partie de notre épanouissement et de ce qui nous motive et ce qui nous permet d'être bien? Ou est-ce que on a conscience que c'est un peu trop? Non, mais c'est intéressant. C'est un discours assez, en effet, assez radical quand même, mais qui est à la mesure aussi des résultats que tu vas avoir et de la performance et de l'alignement avec les valeurs, si j'en comprends bien ton propos, qui est important pour ton épanouissement finalement. Donc, Ouais. Après, voilà. Cette radicalité va à des gens qui écoutent parce qu'ils veulent de la haute performance. Je parle pas comme ça à des membres de ma famille qui sont très heureux avec ce qu'ils ont et ce qu'ils vivent. Moi, tant que les gens sont épanouis, ils ont raison. Tant qu'ils sont cohérents, pour moi, ils ont du succès. Par contre, s'ils le sont pas, ouais, je vais être rude. c'est top. Et s'ils me demandent. Moi, quand tu me demandes rien, je suis pas chiant du tout. Les gens, ils imaginent pas une seconde ce que je fais dans mes proches et tout. Non, non. Je suis pas chiant. Par contre, s'ils se plaignent, mais maintenant, ils savent. Donc, en principe, ils se plaignent pas. Ouais, ça, t'as trouvé la technique, quoi. Quoi? J'ai entendu un truc, tu m'as dit? Attends, je Ah bah oui. vais. Ah bah si on me laisse l'occasion, je dis souvent ça à des proches. Après, ils prennent mal. Tu sais. Oh, hop. C'est toi qui m'as demandé. Tu vas pas voir, je sais pas moi, Ronaldo et tu lui dis ah, j'aimerais bien jouer au foot et tout, puis t'es là en train de manger des chips et tu t'entraînes pas, tu vois. Bah non, pas un mec qui à 4 heures du matin est déjà à l'entraînement. Il va t'expliquer, bah fais ça. Tu sais, les gens ont vraiment un problème à croire qu'il y a des talents nés, etc. Il y a surtout beaucoup de boulot. C'est souvent plus de boulot que le reste. Tous les gens que je vois font plus de boulot que le reste. Alors, moi, je vois mes associés ce qu'ils font en IMO, dans leurs investissements, c'est des machines, tu vois. Moi, je suis pas prêt à faire ce qu'ils font. C'est des robots. Ça marche. C'est juste ils travaillent, quoi. Et voilà. Ah ouais, c'est cool. Bah donc Pierre, on arrive un petit peu sur la fin du coup de l'épisode. Est-ce que déjà il y a un truc qu'on a, enfin, au travers justement de ton, voilà, de ton périple, de ta tournée là, des 11 villes, est-ce qu'il y a quelque chose euh, qui t'a pas forcément interloqué, mais une remarque que tu t'es faite sur ou des commentaires récurrents qui reviennent, ou une façon dont les gens abordent les choses qui est pas forcément la bonne? Quel serait, on va dire, l'enseignement que tu pourrais tirer de cette rencontre avec les 8000 personnes que tu as reçues? C'est une très bonne question. Et en vérité, ça a juste confirmé ce que je sais déjà de l'être humain, parce que j'en vois déjà des centaines toutes les semaines, donc forcément, le volume était compressé, mais ça revient au même. Tu as dit un mot, la récurrence des objections ou des questions. Écoute bien, tu vas halluciner. On a fait 11 villes. On a vu à peu près dans chaque ville, la plus petite, il y avait 500 personnes, la plus grosse, il y en avait un peu plus de 1000, tous les soirs, pendant 11 jours. On a eu systématiquement les mêmes questions. Systématiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une fois où on a une question qui sortait du cadre et il n'y a pas un soir où il n'y avait pas une répétition très exacte de toutes les questions qu'on avait déjà eues. À chaque fois, c'était les mêmes. Pourquoi? Parce que, et ça j'ai remarqué, et c'est corrélé à ma deuxième réponse, en vérité, les gens sont en quête de raccourcis. En vérité, on est une génération micro-ondes qui veut tout de suite. C'est fast food, tu vois. Genre, je mets le popcorn 2 minutes 30, puis au lieu d'attendre, j'ouvre à 20 secondes pour voir s'il a, tu vois. Puis je comprends pas, tu vois. Mais ça marche pas. Si, il y a marqué 2 minutes 30, puis t'es pas patient, tu vois. Donc on veut tout de suite. On veut des raccourcis. On est là, et le point commun de tout le monde, c'est le défocus. C'est incroyable. C'est incroyable le nombre de personnes qui peuvent pêcher parce qu'ils font tout en même temps.
Moi, par exemple, je n'investis pas dans plein de pans. Je ne fais pas, mais je suis radical, tu l'as dit, je fais pas. Tu vois, par exemple, on me demande souvent, je te parlais du trading, pour que trader soit assez important par rapport à la valeur de mon temps, il faudrait que j'ai un compte, je trade, moi, à titre personnel, avec au moins 500 000 euros. Au moins. Sinon, ça n'a pas de valeur sur mon temps. Parce qu'on n'est pas des vendeurs de tapis et qu'on connaît la manière de faire des résultats safe quand on peut, qui vont être 5, 10, 15, 20%. Mais au-delà, tu es dans quelque chose d'illusoire, ça n'existe pas. Tous les gens qui te vendent des rendements supérieurs aux plus grands fonds d'investissement, il faut bien être naïf pour croire que ça existe. Et pourtant, les gens finissent par y croire. Donc moi, je te parle de quelque chose de simple. Tout ça a été intellectualisé. On a calculé, j'ai regardé, je dis non, je vais pas faire du trading avec. Ça peut paraître fou pour les gens, mais non, je ne trade pas avec 50, 60 000 euros, je vais perdre mon temps. Tu vois. Parce que même si je fais un rendement de 20% à l'année, ça n'a aucune valeur sur ce que je fais à côté. Donc, tant que là, il y a un moment de ma vie où j'arrive pas à cette bascule-là, je m'intéresse même pas à ça. C'est pas grave, il y a d'autres leviers, tu vois. Et en fait, cette volonté d'être partout, donc nulle part en même temps, ce défocus, ça marche pas. Parce que les gens imaginent que le fiston, il peut être champion de NBA, en même temps que eux, ils sont le marchand de biens de l'année, en même temps que leur femme, elle a la galerie d'art de l'année. Non, terminé. Tu es obligé de parler de séquencer, etc. Tu es obligé de dire non, on prend un focus. Dans 2-3 ans, on a l'indépendance, la finance qu'on veut. Ensuite, on délègue et on passe à toi. Et tu fais un peu pendant ce temps-là, mais tu le fais à une autre échelle en conscience que tu peux pas leverage, tu vois. Mais le problème, c'est qu'on est tellement une société qui veut tout de suite et qui est hyper consumériste, bah qu'entre temps, les mecs se sont séparés et du coup, ça marche plus. Donc, c'est aussi ça le problème des familles. C'est que on n'est plus à chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. On est chacun selon les besoins individuels, tu vois. Il y a plus cette notion. Donc, c'est aussi un problème dans le timing. C'est aussi un souci. Donc voilà. Le défocus, gros point commun, est toujours la même question. Ce qui est édifiant pour le coup. Comment autant de personnes peuvent avoir exactement la même question? Et la question étant finalement trouver les raccourcis et les hacks qui permettent d'être riche demain, quoi. Bah, c'est souvent ça. Et c'est souvent des questions qui sont liées à des problèmes de vie perso, de j'arrive pas à m'organiser, de je fais trop de trucs, ce que je te disais, de tu vois, même des questions fiscales, etc. C'est toujours les mêmes. Et c'est là où je dis c'est fou parce que les gens sont pas allés taper sur Google. Tu sais le nombre de personnes à qui j'ai dit pourquoi tu vas pas voir un expert comptable ou un avocat fiscaliste? Les gens me regardent, ils disent ouais c'est pas bête. Je dis mais les gens. C'est non mais moi j'ai un problème avec ça parce que des fois je me dis moi j'ai toujours été très bon pour m'adapter aux gens parce que j'en ai vu tellement le lexique, le truc, je m'adapte, ça sans problème. Si je suis avec des mecs un peu street, ils vont penser que je suis né dans une banlieue, tu vois. Mais par contre, j'ai toujours excessivement surestimé la logique des gens. Parce qu'en fait, pour moi, c'est un truc, la logique, c'est pas, tu vois, et ça, c'est le vrai intellect. La culture, c'est pas pareil que l'intelligence. Il y a des gens très cons, cultivés. Il y a des gens très cultivés, très cons, enfin, tu vois, et très intelligents et inversement. Les gens ont un problème avec ça. Tu vois, moi, quand j'ai créé ma première startup, en 2014, j'y connaissais rien. J'ai vu 16 experts comptables. 16, entre Paris, Lyon et Nice. 16. J'ai regardé ces mecs. J'ai dit, je suis allé avec mon assos. De partout, je l'ai emmené partout. J'ai dit, écoute, on va voir des gens et on va se former comme ça. Comme c'est gratuit le premier rendez-vous à chaque fois. Bah, je me suis formé, en fait. Je sortais de là, j'étais un bon. Hein. Je comprenais tout. Holding, mère filiale, la totale, SAS, pas de problème, la flat tax, le machin. Tu sais, tu comprends les bases et ça y est, tu es au courant. Tu comprends, c'est quoi un pacte d'actionnaires. C'est moi qui les faisais. Moi, je rédigeais les statuts, etc. Si je suis passé de rien connaître à c'est moi qui rédige les statuts. Tu vois. Encore ce matin, à la minute où tu me parles, j'ai signé encore des papiers pour céder des parts dans une activité. C'est moi qui ai tout fait avec l'avocat. Tu vois. Alors qu'à l'époque, j'y connaissais rien. Mais comment j'ai fait ça? Ben, je suis allé voir 16 putains de comptables. Donc j'ai écouté. Des mecs qui comprenaient rien, des mecs qui comprenaient mieux. En fait, souvent, on est trop en quête de validation et du blueprint extérieur, alors que tu as les réponses sous le nez, tu vois. Et après, bien sûr, acheter des formations, c'est bien, mais pareil, faut pas être dans la boulimie. Moi, les gens sont étonnés quand ils m'écrivent. Ah, Dompé, j'ai vu une boule, faites des formations, ça fracasse. Bon, d'abord, on n'en dépend pas pour vivre. On gagne mieux notre vie en investissant dans l'IMO et dans la finance en tant que groupe que dans la filiale éducative qui est pourtant Calliope. Ça, c'est intéressant. Mais quand bien même, moi, je réponds aux gens, achète pas. Ils sont très surpris. Ils me disent, juste, il est fou. Et pourquoi il ne veut pas acheter? Je dis, bah, parce que c'est pas ton timing. Je vois bien que c'est pas ton timing, tu vois. Je vois bien que tu t'écoutes pas, là. Tu vois l'opportunité du moment, t'as vu une promo, un machin. Eh, mais on est là pour longtemps. Dans un an, il y en aura une autre de promo. En fait, c'est ça le problème. C'est parce que on est dans cette dépendance à l'exogène. C'est pour ça que les gens comprennent pas ce qui se passe en politique. C'est pour ça que on a un problème des bases. On n'est pas du tout autonome. Et je pense que malheureusement, l'éducation nationale, sans lui jeter l'opprobre, je ne suis pas à leur échelle, mais malheureusement, ne joue pas assez bien ce rôle. C'est pas autonomisant du tout. C'est que du par cœur. Et est-ce que tu as des ressources
à conseiller justement aux gens pour voilà, qui toi t'inspirent, qui sont assez intéressantes et pertinentes sur le sujet qu'on a balayé aujourd'hui en fait? J'ai du mal à faire ça. En fait, j'ai commencé à écrire à cause de ça. Parce que moi, j'ai la capacité, quand je lis un truc, ou quand j'entends un mec, à prendre les bons éléments, et après, je laisse de côté le reste. J'ai remarqué que les gens ont très peu. Souvent, quand tu communiques bien, ou que tu as une figure d'autorité, que les gens t'apprécient, tu peux un peu leur vendre n'importe quoi, tu vois. Je trouve ça très dangereux. Donc, en fait, j'envoie rarement de la force à des gens, parce que je dis derrière, ils ont un tunnel de vente, ces gens-là. On en a tous un. Ils ont tous quelque chose à promouvoir. C'est normal, c'est pas malsain. Mais si j'envoie vers un mec qui potentiellement va faire croire qu'il a une pomme de terre, mais qu'en fait c'est une pierre, mais de loin ça ressemble, ça me dérange un peu. Donc j'envoie pas trop de force à des gens. Globalement, il y a des mecs inspirants. Dans le monde entrepreneurial, Paul Graham, Michael Ziebel, fondateur et CEO de Y Combinator, si t'es anglophone, écoute ces gens-là. Tous les mecs du monde startup en France ont traduit les dires de ces mecs-là. Tous ceux qui sont inspirants, du plus fin au plus épais, sans citer de gens, du plus intelligent au plus bête, ils ont tous fait que réciter ce que des mecs avaient dit aux États-Unis, notamment Paul Graham. Et c'est les mecs qui ont lancé Dropbox. Drew Houston, il vient de là-bas. Airbnb, enfin beaucoup de boîtes comme ça sont nées là. Gary Vee, évidemment, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a compris toute la logique de branding, de création d'images de marque, de communication et de management. Un génie. Je recommande peu de livres, mais No Rules de Netflix, il est bien. Alors, il est en français maintenant. Vous pouvez lire en français pour ceux qui sont pas anglophones. Ça permet de comprendre l'histoire de Netflix et leur management, très atypique. Mais ça, c'est pour les entrepreneurs surtout. Et après, au niveau de la démarche d'investissement, bah oui, je vais me dire Cocorico. Je vais dire d'écouter Yann Darwin ou d'écouter moi. Mais pourquoi je vais dire ça? Parce que, et ça c'est important et je conclurai là-dessus, je ne dis pas que c'est bien parce que je suis là et que je développe avec Green Bull. Je développe avec Green Bull et je me suis associé parce que c'est bien. Faut bien comprendre ça. C'est quand tu es aussi chiant que moi sur tes valeurs, sur l'alignement, sur tes trucs, j'ai pas une casserole. C'est-à-dire que j'ai la fierté de ma vie d'avoir fait plein d'erreurs de forme, d'avoir fait plein de bêtises que j'aimerais pas refaire dans la manière d'aborder les choses. Peut-être que la temporalité était pas bonne, j'aurais pu prendre des décisions plus vite, etc. Tu déçois toujours un peu du monde en chemin, peut-être, mais parce que la forme, mais jamais dans le fond. C'est-à-dire qu'il y a personne au monde, ni une femme, ni un associé, ni un ami, rien, qui peut me montrer du doigt. Même mes mecs qui m'aiment pas, ils finissent par m'écrire pour dire vraiment. Personne peut faire ça. Je suis tellement fier de ça et c'est tellement important pour moi que mes gosses ils aient pas honte de moi dans 20 ans que je peux pas faire des choses quand il y a un truc qui, tu vois. Et moi, je suis un peu dingue. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a un truc qui va pas, j'en vais tout péter. Parce que comme je sais ce que c'est que d'être un jour sans le sou, ou d'ailleurs de ne plus avoir de résultats ou de fame, et que j'en ai complètement rien à foutre, en vérité, je suis serein avec ça. Ça te donne un pouvoir qui est fou. Et donc, c'est pour ça que je te dis, suivez Yann Darwin, par exemple, parce que je suis associé avec ces gars-là, parce que c'est des bons, et je dis pas que c'est des bons parce que je suis associé avec eux. Tu vois, c'est important, ça. Et il y a une conviction derrière. C'est tous ces mecs dans le monde de la formation te parlent de trucs qu'ils font plus. Yann, il trade tous les jours à 7 chiffres. Yann, il prend des risques sur les marchés financiers. Yann, il achète des biens immobiliers. Une maison dans le sud de la France maintenant. Là, il y a même pas 3-4 jours. On en a acheté 2 nouvelles à Dubaï parce qu'on fait des collections de maisons avec Miami House qui sont, tu sais, des maisons typiques de là-bas qu'on remet en mode un peu plus californien, etc. Même si on les a appelées Miami House parce que c'est le même style là-bas, t'as compris, côte est. La vérité, c'est ça. C'est qu'en fait, ces mecs sont les deux pieds dans ce qu'ils proclament, ce qu'ils incarnent et ce qu'ils enseignent, tu vois. Ça, j'aime bien. Donc voilà. Évidemment, je vais ramener Cocorico à la maison parce que c'est aussi pour ça que j'écris des bouquins. Parce qu'on a cette volonté d'apporter une éducation, des contenus qui permettent d'élever un peu les niveaux de conscience et on voit, ça marche lentement. Des gens qui nous suivent depuis des années se font arnaquer sur Insta par les faux comptes. C'est bien qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Toi, ça t'arriverait jamais, moi, ça m'arriverait jamais. Ouais, c'est sûr. Non, s'entourer toujours des gens qui partagent les mêmes valeurs et qui permettent de avoir ces objectifs, je te rejoins complètement là-dessus, ouais. Ok. Et c'est pour ça que je promeux pas de francophones. Parce que tous ces mecs, même dans le dev perso, ils ont tous traduit Robbins en français. Il n'y en a pas un qui a vécu un truc. C'est pour ça qu'ils me détestent tous. Parce que moi, je parle que de mon vécu, j'ai aucun concept. J'ai jamais lu un livre en psychologie. J'aime pas ça. Ça met dans des cases, je supporte pas ça. Je lis pas sur la communication, jamais formé à la PNL, rien. Je suis un mec du terrain. Alors, il y a plein de défauts à ça. Du coup, je suis un mec avec plein d'aspérités. Mais au moins, il y a de l'authenticité et j'ai un vrai vécu derrière. C'est pas, j'ai pris des concepts et oui, je t'explique. Ah oui, je me rappelle, c'est Freud, case 18. Et sur l'aspect santé, notamment gestion de l'énergie, tout ça, il n'y a pas non plus des références qui seraient intéressantes. C'est compliqué. Ouais. Il y en a plusieurs en France maintenant que je recommande parce que oui, ça peut aider. Là, j'ai pas de noms qui me viennent comme ça. Pour les gens qui s'intéressent à la nutrition, mon ami Christophe Bonnefond est hautement légitime et quelqu'un d'un peu mesuré, mais je pourrais en citer plein d'autres. Il faut surtout essayer d'être à l'écoute d'individus qui se remettent en question.
et qui savent dire je pensais A et aujourd'hui je pense B. Ça, c'est un signe d'intelligence. L'erreur qu'on fait, c'est qu'on veut écouter des gens et on dit change pas d'avis. J'ai entendu des politiciens là pendant les présidentielles qui se vantaient de ça et qui disaient moi je ne change pas d'avis. C'est très inquiétant ça. Tu vois, c'est en fait une changer d'avis, c'est s'adapter au changement de paradigme, c'est s'adapter au monde réel. Il y a plein de trucs que je te disais il y a 10 ans, je te dirais pas maintenant. J'ai appris. Un mec qui dit toujours la même chose pendant 20 ans, les valeurs sont les mêmes, mais je veux dire, les outils, les leviers, c'est pas bon. Donc voilà, il y a tellement de monde à écouter sur la nutrition, etc. Mais surtout pas rentrer dans le dogme. Dès que t'entends un mec qui te balance des trucs du style le succès est une drogue, c'est pas, toutes ces conneries là, c'est complètement faux. C'est vrai pour des races, pas vrai pour l'humain. Ces études et méta-analyses sont ridicules et les gens savent pas les interpréter. Ton cerveau il consomme 100 grammes de glucose par jour. Tu vois, tu ne bannis pas cet élément. Les mecs en fait qui rentrent dans des cases comme des gourous de la keto diet, du machin, du truc, tout ça faut fuir. En fait, il faut être vers des gens mesurés, capables de dire il y a une pluralité d'informations. Teste ton truc à la fin de la journée si tu te sens bien et que tes résultats sanguins sont bons, c'est bien, mais ne sois pas dans le dogme. Et en fait, on est dans le dogme. Les gens, ils tombent sur une vidéo sur le fasting, le jeûne intermittent, par exemple, et ça, ils deviennent fous. Tu vois. Non, c'est le déficit calorique qui te fait maigrir que manger une fois par jour t'aide plus que 3, c'est pas faux, c'est pas bête, mais c'est grâce à ça, c'est pas d'autres mécanismes. Et puis quand bien même ce le serait, ta réponse, c'est peut-être pas celle d'un autre métabolisme. Et en fait, c'est hyper grave d'être dans le prosélytisme ou l'intégrisme au point 2, croire que ça y est, t'as une croyance et qu'elle peut être diffusée à tout le monde. Et donc, je dis aux gens de se méfier. C'est pour ça que je recommande pas trop de monde. Se méfier des mecs qui sont un peu intégristes et c'est comme ça et c'est pas autrement. Surtout sur des sciences aussi jeunes que la nutrition, par exemple. Ouais, tu te souviens sans doute du régime paléo à l'époque, qui était, qui était un peu une Mon pote, aberration. mon ami que je t'ai cité a écrit un livre là-dessus à l'époque. Aujourd'hui, il t'explique que c'est pas du tout optimal. Ça, c'est l'intelligence. Ça, c'est l'humilité. Le mec, il est pas resté accroché à sa croyance. Je bouge pas. Non, moi, j'ai dit ça, j'ai dit ça. C'est horrible d'être comme ça. Moi, je mettais certains leviers en avant il y a 10 ans parce que je disais aux gens, moi, ils venaient dans mes confs, je leur présentais tout. Ce que c'était qu'une start-up, l'affiliation, la vente directe, le dropshipping, je présentais tous les modèles. Et je disais pourquoi moi, j'y suis là à cet instant T. Et j'expliquais rationnellement. Aujourd'hui, je réfute ce levier parce qu'il a évolué, parce que le monde a changé, parce que les réseaux sociaux, parce que le digital, parce que je mesure bénéfice-risque pour les gens, parce que j'ai eu des tableaux Excel et les back-office de toutes ces boîtes et je sais que non. Donc je regarde, tu vois. Et en fait, c'est ça l'incapacité des gens à juste s'adapter à ce qu'ils vivent. Et ils restent dans leur dogme, dans leur truc, c'est hyper dangereux. Et dès que quelqu'un est dans l'éducation ou la pédagogie et que vous le voyez un peu trop dogmatique, faut fuir. C'est pas quelqu'un d'intelligent. C'est clairement un mauvais signe, quoi. Donc Pierre, où est-ce que les gens peuvent te suivre s'ils veulent continuer la conversation, du coup? Un peu partout, mais majoritairement, Instagram, c'est le main access puisque c'est celui où je vais l'accès principal. Je fais gaffe aux anglicismes, encore une fois. C'est vraiment, pour le coup, nous, c'est parce qu'on parle anglais toute la journée, donc faut comprendre. C'est vraiment l'accès principal, ce que je réponds aux gens. Je peux plus ailleurs, donc ça, c'est le principal. LinkedIn, c'est pro, mais je vais pas te le cacher, elle me saoule un peu cette plateforme. Je la trouve très égocentrique, quand je vais rentrer dedans, ça va fracasser, ça va me prendre, et quand ça va me prendre, je vais le faire que dans un but, c'est pour qu'on m'insulte, tu vois. C'est-à-dire que comme je comprends tout ce monde là de vantardises, de trucs, je vais les secouer parce que ça m'épuise. Mais je suis pas là-dessus trop. Sinon, TikTok pour ceux que ça amuse. Alors c'est marrant, on pense que c'est jeune et tout. Attention, j'ai à Lille une dame qui a 40 biens immobiliers, qui est rentière, qui est marchande de biens à côté, qui est venue me voir en me disant qu'elle avait vu parce qu'elle contrôle pour sa fille. Donc attention au switch générationnel. Faut anticiper un peu. Hein. Les réseaux, maintenant on le sait. Au début c'est jeune et après ça se vieillit. Donc prenez votre place au bon moment là-dessus bien sûr, et sinon sur YouTube puisque je vais partager des contenus plus profonds, dont Pierre Albertini tout simplement, et plus longs. Donc je fais des vidéos assez longues, hein, entre 40 minutes et 3 heures parfois. Ouais, ce qui pour un auditeur du podcast c'est pas du tout effrayant parce que justement c'est des trucs que tu consommes même en plusieurs fois. Ouais, et puis moi c'est ça, j'ai pas d'image et tout, tu peux complètement enfin ça va, t'as vu ma tronche, j'ai pas de cheveux et tout, enfin tu me clôtures, tu te mets sur YouTube Premium comme ça, tu peux fermer ton truc pendant que t'écoutes et tu m'écoutes, t'as pas besoin de me voir en fait. Ça, au bout d'un moment, même moi je me fatigue quoi. Ouais, c'est clair. Il y a que ma mère qui regarde des vidéos en entier avec non, je viens de voir et tout. Après, elle me fait des réflexions et tout. Ça va repasser. Ouais. Merde, je m'étais pas maquillé, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je te jure. Elle lit tous les commentaires. Elle est ouf. Elle a vu au moins 600 de mes conférences. On a bossé ensemble 10 ans. Elle continue de regarder toutes mes vidéos. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est incroyable, cet amour inconditionnel. Ouais. Mais elle est objective quand même. Hein. De temps en temps.
Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment très cool de pouvoir discuter avec toi comme ça de vive voix sur le podcast. Je te souhaite le meilleur pour ce qui est ambitieux mais réalisable, puisque je te fais confiance. Tu vas péter tes objectifs. Et donc bravo pour tout ce que tu fais, quoi. Merci, merci à toi, puis merci pour l'invitation surtout. C'est toujours un honneur et un plaisir parce que c'est ma d'égard et de confiance. Et voilà, j'invite les gens à prendre ce qu'ils ont à prendre, à laisser ce qu'ils ont à laisser, sans animosité ni trop d'excès de passion. Voilà, et à développer leur autonomie. Merci Jean-Pierre. Eh ben écoute, à très vite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!